Juste pour avoir défendu sa fille préférée, mon père m'a mis dehors de la fête de famille devant tout le monde. Il n'avait aucune idée que je possédais 3 milliards de dollars sur un compte en Suisse. Le lendemain, j'ai choqué toute la famille. La fête était pour l'anniversaire de mariage de ma tante, l'un de ces rassemblements familiaux bruyants qui paraissaient parfaits en photo et qui étaient étouffants si vous y restiez trop longtemps. Elle se tenait dans la maison de mon père, la même maison où j'ai grandi, le même salon où j'ai appris très tôt à sourire sans trop en dire. J'avais 30 ans, je me tenais près du fond de la pièce, sirotant une boisson que je ne voulais pas vraiment, me disant que je pouvais survivre à une soirée, juste une. J'avais appris à survivre à ces soirées. Garder la voix basse. Ne contredire personne. Ne pas attirer l'attention, surtout pas quand ma sœur était là. Elle se tenait au centre de la pièce comme toujours, riant un peu trop fort, touchant le bras de mon père quand elle parlait, s'assurant que chaque histoire revenait à elle. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais d'une certaine manière, elle avait toujours semblé plus âgée là où ça comptait. Plus bruyante, plus audacieuse, protégée. L'enfant prodige. Tout le monde marchait sur des œufs pour qu'elle ne se sente pas vexée. J'avais cessé de lui en vouloir il y a des années. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Le ressentiment demandait trop d'énergie, et j'avais appris très tôt que personne n'était de toute façon intéressé par ce que je ressentais. Les ennuis ont commencé pour une broutille. C'est toujours le cas. Une blague qu'elle a faite sur sa promotion, comment elle avait finalement dépassé sa ville natale. Quelqu'un a demandé ce que j'avais fait récemment. Avant que je puisse répondre, elle a ri et a dit, elle a toujours été discrète. Vous savez comment elle est. Secrète. Le mot a mal atterri. J'ai souri comme on m'avait appris à le faire. Mais quelque chose en moi a changé. Je l'ai corrigé gentiment. J'ai dit que je n'étais pas secrète, juste prudente. C'était tout. Cette seule phrase. Son sourire s'est figé. Je l'ai vu arriver. La façon dont ses yeux se sont tournés vers mon père, cherchant du soutien. Il est intervenu immédiatement, sa voix tranchante, plus forte que nécessaire. Il m'a dit de ne pas commencer. Il m'a dit que je faisais toujours ça. Transformer des moments inoffensifs en drame. J'ai essayé d'expliquer, d'essayer de garder un ton calme, mais la pièce avait déjà choisi son camp. Les gens ont détourné le regard. Quelqu'un a baissé la musique. Et puis mon père a dit les mots qui résonneraient dans ma tête pendant des semaines après. Si tu ne sais pas te tenir, tu peux partir. Je me souviens l'avoir regardé, vraiment regardé, et avoir réalisé qu'il n'y avait aucune confusion sur son visage. Aucune hésitation. Il ne demandait pas. Il choisissait. Choisissant le confort de ma sœur plutôt que ma présence, comme il l'avait toujours fait. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il ne m'a pas répondu. Il a juste montré la porte. Le silence était pire que les cris ne l'auraient été. J'ai senti tous les yeux sur moi alors que je posais mon verre, lissais ma robe et attrapais mon manteau. Ma sœur n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà gagné. En passant devant elle, elle s'est penchée et a murmuré, « Tu te fais ça à toi-même. » Son haleine sentait le vin et la certitude. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité qui me semblait familière. Je suis resté sur le porche un instant, respirant l'air froid de la nuit, mes mains tremblant malgré moi. Je me suis dit de ne pas pleurer. J'avais assez pleuré dans cette maison en grandissant, toujours en silence, toujours seul. Je me suis dirigé vers ma voiture, mes talons claquant sur l'allée, et ce n'est qu'une fois à l'intérieur que j'ai laissé mon front tomber contre le volant. Pas parce qu'il me manquait, pas parce que je voulais y retourner, mais parce que quelque chose en moi a finalement craqué. Je ne suis pas parti tout de suite. Je suis resté assise là et j'ai pensé à toutes les autres fois où on m'avait fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille. Les anniversaires où les souhaits de ma sœur comptaient plus. Les vacances où on me demandait d'être compréhensive, d'être flexible, d'être la plus intelligente. La façon dont mon père disait, elle est sensible. Tu es forte. Tu peux le supporter. J'avais supporté ça pendant des années. J'avais ravalé mes mots, adouci mes angles, je m'étais réduite jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien à pousser dehors. Et pourtant, ce n'était pas assez. Quand je suis finalement parti, la maison s'est estompée dans mon rétroviseur, ses lumières brillant chaleureusement pour tous les autres. Je ne savais pas encore où j'allais.
Je savais juste que je ne rentrerais pas ce soir-là, ni jamais, si je pouvais l'éviter. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne le bout de la rue. Un texto de mon père. Nous parlerons quand tu auras appris à te tenir. J'ai ri alors, un son court et amer qui m'a surprise. Me tenir. Comme si j'étais une enfant qui avait parlé à tort et à travers. Comme si ma valeur était liée à ma capacité à rester silencieuse. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone était plein d'appels manqués et de messages de parents. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. Ils ont demandé ce qui s'était passé. Ils ont demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement laisser tomber. Ils ont demandé pourquoi je devais toujours compliquer les choses. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis resté dans le silence de mon appartement, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le son lointain de la circulation. Le silence me semblait lourd, mais il semblait aussi honnête. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise à ma petite table de cuisine, fixant le mur. C'est alors que la pensée m'est venue, non invitée mais indéniable. Je n'ai plus besoin de leur permission. C'était étrange, presque dangereux de le penser, comme si je sortais d'un chemin que j'avais parcouru toute ma vie. J'avais passé tant d'années à me mesurer à leurs attentes, à essayer de gagner une place à une table qui ne voulait jamais vraiment de moi. Et soudain, après avoir été mise à la porte devant tout le monde, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Il n'avait plus rien à me prendre. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mon père. La façon dont il a montré la porte sans se retourner, j'ai entendu le murmure de ma sœur. Mais sous la blessure, sous la douleur familière du rejet, quelque chose d'autre grandissait. Pas de la colère, pas de la vengeance, de la prise de conscience. Le genre de prise de conscience qui vient quand on voit enfin un schéma assez clairement pour ne plus pouvoir l'ignorer. Je me suis levé avant le lever du soleil et j'ai fait du café, regardant la lumière s'insinuer lentement dans la pièce. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de mon père. Celui-ci plus long. Déçu, embarrassé. La famille ne se traite pas de cette façon. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas fait si mal pendant si longtemps. Je l'ai supprimé sans répondre. Au fur et à mesure que la matinée avançait, j'ai commencé à penser à la facilité avec laquelle il l'avait choisi, à quel point cela lui semblait naturel. Et c'est là que j'ai compris que la fête n'était pas la cause de mon exil. C'était juste l'excuse. Il l'avait défendu toute ma vie. J'avais été le tampon, la silencieuse, celle qui absorbait l'attention pour qu'elle puisse briller. La veille au soir n'avait rien changé. Elle l'avait juste exposé. Je me suis tenu près de ma fenêtre, le café refroidissant dans mes mains, et j'ai regardé la ville se réveiller. Des gens se rendant au travail, des vies qui avançaient. Je me sentais étrangement calme. Blessé, oui, mais lucide. Pour la première fois, je ne me démenais pas pour arranger les choses, pour aplanir les différends, pour me faire plus petit afin que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Je ne préparais pas d'excuses. Je ne répétais pas d'explications. J'en avais fini de mendier ma place. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Cette fois, c'était ma sœur. Nous devons parler. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai reposé le téléphone. Pas maintenant, peut-être jamais. Il pensait que me mettre à la porte m'apprendrait une leçon. Il pensait que je reviendrais en rampant, embarrassée, désireuse de tout arranger. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est qu'être mise à la porte de cette maison devant tout le monde m'avait finalement donné quelque chose que je n'avais pas eu auparavant. La liberté. Et là, dans le silence de mon propre espace, regardant le soleil se lever sur une vie qui ne tournait plus autour de leur approbation, je me suis fait une promesse. Je n'expliquerai pas. Je ne me défendrai pas. Et quand la vérité éclaterait enfin, quand ils réaliseraient exactement qui ils avaient rejeté, il serait trop tard pour prétendre que nous étions à nouveau une famille. Le lendemain de la fête semblait plus silencieux qu'il n'aurait dû. Pas paisible, juste vide. Je me suis réveillé avant mon réveil. Le genre de réveil matinal qui vient du fait que votre corps est fatigué de porter des choses que votre esprit n'a pas encore réglées. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Oublié la façon dont la voix de mon père avait transpercé la pièce. Oublié le poids de tout le monde me regardant sortir. Puis tout est revenu, vif et indéniable,
s'installant dans ma poitrine comme une douleur familière. Mon téléphone était face contre la table de chevet. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était plein. Je pouvais déjà imaginer les messages, la déception soigneusement formulée, l'inquiétude qui n'était pas vraiment de l'inquiétude. Quand je l'ai finalement retourné, l'écran s'est allumé avec exactement ce que j'attendais. Des appels manqués de parents à qui je parlais à peine, de longs textos de personnes qui n'avaient pas pris de mes nouvelles depuis des années, soudainement investis dans mon comportement, et un message de mon père envoyé juste après le lever du soleil. Nous parlerons quand tu auras appris à te tenir. J'ai fixé les mots plus longtemps que je n'aurais dû. Le voilà de nouveau. La supposition que j'étais le problème, que ma réaction, et non son action, était le problème. Je n'ai pas répondu. J'ai reposé le téléphone et je me suis assise dans mon lit, pressant mes pieds contre le sol, m'ancrant dans le simple fait que j'étais seul et que personne n'allait entrer en trombe pour me dire comment je devais me sentir. J'ai fait du café et je suis resté dans ma cuisine, regardant la vapeur s'enrouler dans l'air, sentant le calme s'installer autour de moi. Le silence n'était pas vide. Il était observateur, comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucun rôle immédiat à jouer, aucune excuse à rédiger, aucune paix à maintenir. Cette prise de conscience était troublante, comme entrer dans une pièce sans meubles. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma tante. « Chérie, ton père est vraiment blessé. Tu sais à quel point ta sœur est sensible. Tu aurais pu simplement laisser tomber. » Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi d'un cousin. Les familles se disputent. Ne gâche pas tout pour une seule nuit. Une seule nuit. Comme si cette nuit n'avait pas été construite sur des décennies de petites nuits comme celle-ci. J'ai porté mon café à la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant que quelque part au-dessus d'eux, une femme remettait enfin en question l'histoire qu'elle s'était racontée toute sa vie. J'ai pensé à la facilité avec laquelle tout le monde qualifiait cela de réaction excessive de ma part. À la rapidité avec laquelle ils ont serré les rangs autour de la version des événements qui les mettait à l'aise. Et c'est là que je l'ai ressenti à nouveau. Cette vieille sensation familière d'être effacé de ma propre expérience. Ce n'était pas la première fois. Quand j'étais enfant, il y avait toujours deux versions de chaque histoire dans notre maison. Celle qui s'était réellement produite et celle qui était plus facile à accepter pour mon père. Ma sœur a appris très tôt quelle version il préférait. J'ai appris tout aussitôt à me taire quand la vérité n'était pas la bienvenue. Je me souviens d'une fête d'anniversaire quand j'avais peut-être 10 ans. Ma sœur avait voulu un gâteau différent de celui commandé, et elle avait piqué une crise de colère assez forte pour que les voisins l'entendent. Quand j'ai essayé de la calmer, elle a crié que je gâchais tout. Mon père m'a crié dessus, m'a dit d'arrêter de la provoquer, m'a dit que j'aurais dû savoir mieux. Plus tard dans la soirée, il m'a prise à part et m'a dit, « Elle est sensible. Tu es forte. Tu comprendras. » J'ai hoché la tête parce que c'est ce que je faisais. Je comprenais que mon travail consistait à absorber les retombées pour qu'elle n'ait pas à le faire. Ce schéma nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Quand elle manquait des échéances, c'était parce qu'elle était sous pression. Quand je fixais des limites, j'étais difficile. Quand elle pleurait, c'était une urgence. Quand je me taisais, c'était la confirmation que j'étais froide. Mon père ne voyait pas cela comme du favoritisme. Il le voyait comme un équilibre. Quelqu'un devait céder, et ce ne serait jamais elle. Ma sœur a perfectionné l'art de se tenir juste assez près de lui pour qu'il se sente nécessaire. Elle n'avait pas besoin de mentir ouvertement. Elle devait seulement formuler les choses avec soin. Un soupir par-ci, un regard blessé par-là. Elle savait exactement quand parler et quand le laisser combler les vides lui-même. Je pensais que c'était inconscient, qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Mais en vieillissant, j'ai compris que certaines personnes apprennent la manipulation de la même manière que d'autres apprennent une langue, lentement, naturellement, en observant ce qui fonctionne. Il y a eu un moment, il y a des années, où j'ai failli dire quelque chose. Nous étions tous assis à table pour le dîner et ma sœur m'avait accusé de ne pas la soutenir parce que je n'avais pas assisté à l'un de ces événements. J'ai calmement expliqué que j'avais travaillé tard, que je lui avais dit à l'avance. Mon père ne m'a même pas regardé. Il a juste dit, « Tu as toujours une excuse. » C'est ce jour-là que j'ai appris que les faits n'avaient pas d'importance s'ils menaçaient l'histoire qu'il avait déjà choisie. Debout dans ma cuisine ce matin-là,
j'ai réalisé à quel point peu de choses avaient changé. La fête n'avait pas révélé un défaut en moi. Elle avait révélé le système. Un système où mon rôle était d'être le sacrifice qui maintenait tout le reste intact. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu sans réfléchir. C'était mon oncle. Sa voix était douce mais ferme. Ton père ne voulait pas t'embarrasser. Il est sous beaucoup de stress. Tu sais comment est ta sœur quand elle se sent attaquée. J'ai fermé les yeux pendant qu'il parlait, chaque mot atterrissant exactement là où il l'avait toujours fait. D'une manière ou d'une autre, même maintenant, on me demandait de comprendre les sentiments de tout le monde, tandis que les miens étaient traités comme un inconvénient. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu d'espace. Il a soupiré, déçu, comme si j'avais échoué à un test que je ne savais pas que je passais. Après avoir raccroché, je me suis assise à table et j'ai laissé le poids de tout cela s'installer. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Mon père n'était pas inconscient de ce qu'il faisait. Il avait besoin de la dynamique exactement telle qu'elle était. Ma sœur le faisait se sentir important. Je lui facilitais la vie en ne demandant rien. C'était la vérité que personne ne voulait dire à voix haute. Au fil de la journée, d'autres messages sont arrivés. Des personnes différentes, le même scénario, l'inquiétude enveloppée d'accusations, des conseils qui supposaient la culpabilité. Personne n'a demandé ce qui avait été réellement dit. Personne n'a demandé ce que ça faisait de se faire dire de quitter sa maison d'enfance devant une salle pleine de gens. Ils avaient déjà décidé qui devait être corrigé. En fin d'après-midi, un message s'est démarqué. C'était d'un parent éloigné à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ta sœur dit que tu as été instable ces derniers temps. Ce mot encore, instable. Ça avait toujours été leur préféré. Assez vague pour me discréditer sans nécessité de preuves. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas seulement du contrôle des dommages. C'était de l'assassinat de caractère. J'ai parcouru le fil des messages, les lisant avec un nouveau regard. Les schémas étaient évidents maintenant. Le langage partagé, la pression subtile, la façon dont la responsabilité était déplacée, redistribuée, diluée jusqu'à ce qu'elle n'atterrisse plus là où elle devait. Je ne l'imaginais pas. Je ne l'avais jamais fait. À l'approche du soir, je me suis retrouvé à penser à des choses que je ne m'étais jamais autorisé à remettre en question auparavant. Les disputes qui se terminaient brusquement lorsque certains sujets étaient abordés, les parents dont nous ne parlions jamais. La seule fois, il y a des années, où mon père avait lancé « Cet argent n'a jamais été pour toi » et avait ensuite refusé d'expliquer ce qu'il voulait dire. J'avais ignoré cela à l'époque, supposant que c'était juste une autre façon de me rappeler ma place. Maintenant, cela ressemblait à un fil qui pendait. Je n'ai pas tiré dessus. Pas encore. Je n'étais pas prête à savoir où il menait, mais j'ai pris une note mentale. Certaines vérités mettent du temps à faire surface. Et j'avais appris à mes dépens que les précipités ne faisaient que vous brûler. Cette nuit-là, je n'ai contacté personne. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé de clarifier les choses. J'ai laissé le silence faire ce qu'il devait faire. Et pour la première fois, au lieu de ressembler à une punition, il ressemblait à une protection. Avant de me coucher, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Un nouveau message d'un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. Ils t'ont effacé de l'histoire de la famille. Mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. Pas de signature, pas d'explication. Mon cœur a sauté un battement, puis s'est calmé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Quoi qu'il arrive, il était clair que la version de moi qu'il pensait connaître était déjà partie. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, écoutant le silence. La maison où j'avais grandi me semblait plus éloignée que jamais. Et pour une fois, cette distance ne faisait pas mal. Quelque part entre avoir été mise à la porte de cette fête et me réveiller seul le lendemain matin, quelque chose de fondamental avait changé. J'avais cessé d'attendre que mon père me choisisse. Et cela, ai-je réalisé alors que le sommeil s'emparait enfin de moi, changeait tout. Le silence a une façon de dire la vérité quand les mots ne feraient qu'empirer les choses. Je suis resté assise seule ce soir-là, les lumières basses, la ville bourdonnant à l'extérieur de ma fenêtre, et je me suis posé une question que j'avais évitée pendant des années. Pourquoi ne leur avais-je jamais dit? Pas sur mes projets, pas sur mes limites,
mais sur la seule chose qui aurait tout changé au moment où elle aurait quitté ma bouche. La réponse est venue facilement, sans drame ni hésitation, parce que le silence me maintenait en vie. Il fut un temps, il y a des années, où j'ai failli le dire, lors d'une dispute qui semblait anodine à l'époque mais qui brille maintenant dans ma mémoire comme un signe avant-coureur que j'ai ignoré. Mon père m'avait accusé d'être ingrate, de penser que j'étais meilleur que tout le monde. Ma sœur était assise à côté de lui, silencieuse pour une fois, observant. Je me souviens de ma poitrine qui se serrait, des mots qui me montaient à la gorge. Je voulais lui dire que je ne dépendais plus de lui, que je n'avais pas besoin de son approbation, de son aide, de sa permission. Je voulais tout dire. Mais il s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit, « Tout ce que tu as appartient à cette famille. » Et juste comme ça, j'ai compris ce qui se passerait si je parlais. La vérité sur ma vie, sur mon indépendance, sur mes ressources ne serait pas traitée comme la mienne. Elle serait revendiquée, disséquée, réutilisée en quelque chose que je leur devais. Alors, j'ai ravalé mes mots. J'ai toujours fait ça. L'argent n'a jamais été un miracle. Ce n'était pas de la chance ou une manne soudaine ou quoi que ce soit qui s'intègre parfaitement dans les histoires que les gens aiment raconter. Il venait d'une branche de ma famille qui avait été délibérément effacée du récit dans lequel j'ai grandi. Un nom qui n'était jamais prononcé, une histoire qui était rejetée avec de vagues explications et des regards acérés chaque fois que je posais des questions. J'ai appris très tôt quelle porte ne devait pas être ouverte. Ce que je ne savais pas alors, c'est que quelqu'un de l'autre côté de ce silence avait prêté attention. Quelqu'un qui croyait que les liens du sang comptaient moins que l'intégrité, que l'héritage n'était pas une question de contrôle, mais de protection. Quand cette personne est décédée, l'héritage n'est pas arrivé en fanfare ou avec des avocats à ma porte. Il est venu tranquillement, prudemment, placé hors de portée de quiconque le verrait comme une opportunité au lieu d'une responsabilité. Le compte était en Suisse, structuré en couches, gardé par plus que de simples mots de passe. Ce n'était pas quelque chose sur lequel on tombait par hasard. C'était quelque chose qui vous était confié. Je me souviens d'avoir été assise en face d'un homme dans un bureau neutre il y a des années, sa voix calme alors qu'il m'expliquait ce qu'on me donnait et pourquoi. Il ne m'a pas félicité. Il n'a pas souri. Il a juste dit, « Ceci est à vous, et la manière dont vous le protégerez importera plus que la manière dont vous l'utiliserez. » J'ai immédiatement compris ce que cela signifiait pour ma famille, ou plutôt ce que cela signifiait de le leur cacher. Chaque leçon que j'avais apprise en grandissant pointait dans la même direction. S'ils savaient, ils voudraient y avoir accès. S'ils voulaient y avoir accès, ils exigeraient une justification. S'ils exigeaient une justification, ils transformeraient ma vie en une négociation que je ne gagnerais jamais. Alors, je n'ai rien dit. J'ai gardé un emploi modeste, un style de vie banal. Je les ai laissés croire à la version de moi qui les mettait à l'aise. Il y a eu des moments où j'ai vu la suspicion vaciller sur le visage de mon père. Des questions qui persistaient juste une seconde de trop, des commentaires sur la façon dont je semblais toujours retomber sur mes pieds. Une fois, ma sœur a ri et a dit, « Tu as toujours une sorte de plan de secours, n'est-ce pas ?» La façon dont elle l'a dit m'a fait frissonner. J'ai haussé les épaules comme je le faisais toujours et j'ai changé de sujet. J'ai appris à effacer les traces numériques, à supprimer les emails dès que je les lisais, à garder mon nom hors des conversations où la curiosité pouvait devenir dangereuse. Un message de ma banque me revient encore en mémoire. Il était arrivé tard dans la nuit, une confirmation de routine, rien d'urgent. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé immédiatement, mon pouce accélérant sans autre raison que l'instinct. Je ne voulais rien de traçable, rien qui puisse être découvert par accident. De la paranoïa, diraient certains. J'appelais ça de la survie. Assise là maintenant, des jours après avoir été chassé de ma propre fête de famille, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté. L'interface était épurée, sobre, les chiffres disposés d'une manière qui n'invitait pas à l'émotion. Je ne me suis pas attardé sur le solde. Je n'en avais pas besoin. Ce qui importait n'était pas combien il y avait, mais ce que cela représentait. L'indépendance, la sécurité, la capacité de partir quand quelqu'un essayait de me réduire à un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. J'ai passé un appel que je n'avais pas prévu de faire si tôt. Mon conseiller a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix stable, familière. Nous avons parlé en termes prudents, le genre qui suppose l'intimité mais ne s'y fie jamais. Je lui ai parlé de la fête, du fait qu'on m'avait demandé de partir, de l'intérêt soudain que ma famille semblait porter à mon comportement.
Il a écouté sans interrompre. S'il le découvre un jour, a-t-il dit finalement, tout changera. Je le savais. J'avais toujours su que la vérité n'était pas seulement puissante. Elle était explosive, et une fois sortie, il n'y aurait pas de retour en arrière. Après avoir raccroché, je me suis rassise et j'ai laissé le poids de tout cela s'installer. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais calme. C'était la partie la plus surprenante. L'humiliation de cette nuit, la façon dont le doigt de mon père pointait vers la porte, le son des rires qui s'éteignaient derrière moi, tout cela faisait mal. Mais cela ne m'avait pas brisé parce que quelque part au fond de moi, je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que je n'étais pas piégé. Cette prise de conscience a tout recadré. La façon dont j'étais resté là sans supplier. La façon dont j'étais parti au lieu de m'excuser. Ce n'était pas du courage. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la certitude. Je n'avais pas besoin d'eux. Je n'en avais jamais eu besoin. Mon téléphone a vibré sur la table, me ramenant au présent. Un message de mon père, plus long que les autres. Il voulait parler. Il voulait clarifier les choses. Il voulait comprendre d'où venait cette distance. Je l'ai lu une fois, puis j'ai mis le téléphone de côté. Un autre message a suivi, cette fois de ma sœur. Pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? La formulation m'a presque fait rire, comme si l'âge adulte pour elle signifiait la conformité déguisée en conversation. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'avais peur de ce que je pourrais dire, mais parce que j'ai enfin compris la valeur de ne rien dire. Le silence n'était plus mon bouclier. C'était mon levier. Plus tard dans la soirée, un autre message est arrivé. Celui-ci de mon conseiller. Il cherche de l'argent, et il pense que vous êtes le maillon faible. J'ai fixé l'écran, un lent sourire se formant malgré moi. Faible? C'était le rôle qu'il m'avait attribué toute ma vie. Celle qui céderait, qui arrangerait les choses, qui interviendrait quand tout le monde échouerait. Il n'avait aucune idée à quel point il se trompait. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. Quelque part là dehors, ma famille racontait une histoire sur moi. Une histoire où j'étais instable, dramatique, difficile. Une histoire où ils étaient les personnes raisonnables, les blessés, celles qui avaient essayé. Je les ai laissés faire. Les histoires perdent leur pouvoir lorsque la personne dont elles parlent ne participe plus. La vérité était toujours sous mon contrôle. Et pour la première fois, je ne me demandais pas si je devais la révéler. Je décidais quand. Je me suis couché ce soir-là avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'argent n'était pas une arme. Ce n'était pas un moyen de leur faire du mal en retour. C'était simplement la preuve que j'avais des options, que je pouvais choisir la distance sans crainte, que je pouvais les laisser me sous-estimer aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ils ne m'avaient pas mis à la porte parce que j'étais faible. Ils m'avaient mis à la porte parce qu'ils pensaient que je l'étais. Et alors que le sommeil s'emparait enfin de moi, je savais une chose avec certitude. Le moment où ils réaliseraient la vérité, il serait déjà trop tard pour l'utiliser contre moi. Le silence fait quelque chose d'étrange aux gens qui ont l'habitude d'être obéis. Au début, ils supposent que c'est une erreur, un appel manqué, une réponse tardive, quelque chose qui se corrigera si seulement ils attendent assez longtemps. C'est ainsi que ma famille a traité mon silence dans les jours qui ont suivi la fête, comme un problème technique temporaire, un inconvénient, pas une décision. Le premier message est venu de mon père le matin après que j'ai complètement cessé de répondre. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. Je suis allé au travail. J'ai répondu à des emails. J'ai fait les courses. J'ai vécu ma vie d'une manière qui ne tournait pas autour du besoin de m'expliquer. Et cela seul ressemblait à une petite rébellion. Le deuxième jour, le ton a changé. Ces messages se sont allongés, se sont adoucis, alourdis de déception au lieu de commandement. Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas qui tu es. Nous t'avons mieux élevé que ça. Les mots étaient familiers. Ils avaient toujours été sa façon préférée de me ramener. Redéfinir mes limites comme un défaut de caractère. Transformer mon silence en une attaque personnelle. Me faire douter de ma propre réalité. Je n'ai pas douté.
Ma sœur a essayé ensuite. Son nom a clignoté sur mon écran cet après-midi-là, suivi d'un texto qui commençait par « Salut » et se terminait par un emoji cœur qui semblait follement déplacé. Je sais que les choses se sont envenimées. Je veux juste qu'on aille de l'avant. Papa est vraiment blessé. Elle n'a pas mentionné la fête. Elle n'a pas mentionné ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas mentionné le fait qu'on m'avait dit de partir comme une invitée indisciplinée au lieu d'une fille. Elle a parlé d'aller de l'avant comme si rien ne s'était passé, comme si le passé pouvait être effacé par un accord mutuel. J'ai vu ce que c'était, une invitation à revenir dans le même schéma. S'excuser. Aplanir les choses. Accepter sa place. D'autres messages ont suivi, et ce qui m'a frappé n'était pas tant leur contenu que leur similitude. Des expéditeurs différents, le même langage, les mêmes phrases, les mêmes indices émotionnels. C'était comme écouter une chorale qui avait répété sans se rendre compte à quel point l'harmonie était évidente. La famille, c'est la famille. Ne laisse pas la fierté tout gâcher. Tu sais comment est ton père. Tu es la personne raisonnable. La personne raisonnable, celle qui est censée absorber l'inconfort pour que les autres n'aient pas à le ressentir. Le 3e jour, les appels ont commencé. Tante, oncle, cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement préoccupés par l'état de notre famille. Aucun d'eux n'a demandé ce dont j'avais besoin. Ils ont demandé ce que j'allais faire, si j'étais prête à parler, si je prévoyais de m'excuser, si je comprenais à quel point mon père était embarrassé. Chaque conversation ressemblait à entrer dans la même pièce avec des meubles différents. Le résultat était déjà décidé. J'étais le problème à gérer. J'ai pris des notes, non par paranoïa, mais par clarté. Date, heure, mots utilisés, schémas émergents. C'était la première fois que je documentais ma propre expérience au lieu d'en douter. Et plus j'écrivais, plus je me sentais calme. Ce n'était pas le chaos. C'était une escalade. Cette prise de conscience s'est accompagnée d'un sentiment de contrôle inattendu. Le message suivant de mon père a abandonné toute prétention. Si tu ne reviens pas arranger ça, tu le regretteras. La voilà, la menace sous l'inquiétude. Le rappel que l'amour dans son monde avait toujours été conditionnel. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai éteint mon téléphone et je l'ai glissé dans un tiroir. J'avais besoin de distance, pas de bruit. Cet après-midi-là, j'ai appelé un avocat. C'était étrange de passer cet appel. Pas dramatique, pas paniqué, juste pratique. J'ai expliqué la situation calmement. La fête, les messages, la pression soudaine. Je n'ai pas embelli. Je n'ai pas minimisé. J'ai dit la vérité de la manière dont j'apprenais enfin à la dire, sans excuse. Ils escaladent, a-t-il dit après une pause. Et quand des gens comme ça escaladent, c'est rarement pour la réconciliation. C'est pour reprendre le contrôle. Ces mots se sont mis en place comme la dernière pièce d'un puzzle que j'assemblais depuis toute ma vie. Le contrôle. C'était toujours ça, le but. Pas la famille, pas l'amour. Le contrôle sur le récit, sur les ressources, sur moi. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le silence de mon appartement, laissant le poids de cela s'installer. Pendant des années, j'avais cru que mon silence maintenait la paix, que ma flexibilité soudait la famille, que si seulement j'essayais plus fort, donnais plus, demandais moins, les choses finiraient par sembler justes. Maintenant, je voyais la vérité avec une clarté inconfortable. Mon silence n'avait jamais apporté la paix. Il avait juste rendu leur comportement plus facile. Cette nuit-là, les messages ont repris. Mon père a envoyé un long texto qui ressemblait à une confession, mais qui se sentait comme une accusation. Il a parlé de sacrifice, de tout ce qu'il avait fait pour nous, de sa blessure de me voir choisir d'abandonner la famille alors qu'ils avaient besoin d'unité. Il n'a jamais mentionné ma sœur. Il n'a jamais mentionné le moment où il m'a dit de partir. Il s'est présenté comme la partie blessée portant le fardeau d'une fille qui était soudainement devenue méconnaissable. Je n'ai pas répondu. Ma sœur a suivi avec quelque chose de plus acerbe. Tu es égoïste. Tu fais toujours ça quand les choses ne vont pas comme tu veux. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant. L'accusation a piqué, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle faisait écho à une croyance qu'ils avaient plantée depuis l'enfance, que vouloir l'autonomie était de l'arrogance, que l'indépendance était une trahison. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin,
un parent en qui j'avais plus confiance que la plupart a appelé. Sa voix était hésitante, plus basse que d'habitude. Je voulais que tu l'entendes de ma part, a-t-elle dit. Les gens disent des choses. Elle a de nouveau hésité. Ta sœur raconte à tout le monde que tu es instable depuis des mois, que tu as été distante, qu'elle a essayé de t'aider, mais que tu l'as repoussée. Les mots ont atterri avec un poids familier. Le récit avait complètement changé maintenant. Je n'étais pas seulement difficile. J'étais peu fiable, émotive, un handicap. Je l'ai remercié de me l'avoir dit et j'ai raccroché, mais en steady despite the tightness in my chest. Je m'y attendais. Quand le silence ne fonctionne pas, les gens comme ma famille cherchent un autre moyen de vous discréditer. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point cela faisait peu de mal par rapport au passé. Peut-être parce que cette fois, je n'essayais pas de me défendre. Je ne me démenais pas pour prouver que j'étais saine d'esprit, gentille, assez raisonnable pour mériter le respect. Je savais déjà qui j'étais. Et pour la première fois, cette connaissance ne dépendait pas de leur approbation. En fin d'après-midi, mon père a de nouveau appelé. J'ai regardé le téléphone vibrer sur le comptoir jusqu'à ce qu'il s'arrête. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. Tu déchires cette famille. J'ai expiré lentement, les mots glissant sur moi comme de l'eau. Non, ai-je pensé, vous voyez juste enfin les fissures. Alors que le jour s'estompait, quelque chose a changé de l'autre côté du silence. Les messages sont devenus erratiques, plus courts, plus colériques, moins répétés. L'autorité de mon père s'effritait, et il le sentait. La confiance de ma sœur vacillait, ses textos oscillant entre excuses et accusations. Ils perdaient patience, perdaient leur emprise. C'est là que ça m'a frappé. Clair et indéniable. Pour la première fois de ma vie, ils avaient plus besoin de moi que moi d'eux. La prise de conscience n'est pas venue avec le triomphe. Elle est venue avec une compréhension calme, presque triste. Ils avaient bâti leur sentiment de stabilité sur ma conformité, ma volonté de céder. Sans cela, tout leur semblait instable, et au lieu de se demander pourquoi, ils essayaient de forcer les choses à revenir en place. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, la pièce sombre à l'exception de la douce lueur d'une lampe, et j'ai relu les messages une dernière fois. Pas pour les analyser, pas pour préparer une réponse, juste pour reconnaître ce qu'ils étaient. Une preuve. La preuve que mon silence n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. J'ai rallumé mon téléphone juste assez longtemps pour envoyer un seul message, pas à mon père, pas à ma sœur, mais à moi-même. Une note dans mon téléphone qui disait simplement « Tu as le droit d'arrêter de t'expliquer ». Puis j'ai de nouveau éteint le téléphone et j'ai laissé le calme s'installer. Il pensait que le silence signifiait la peur. Il pensait que cela signifiait que j'attendais, incertaine, prête à céder. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le silence cette fois signifiait la liberté. Et plus ils poussaient contre lui, plus leur désespoir devenait évident. À la fin de cette semaine, je savais une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit une confrontation, des menaces légales ou une tentative soudaine de réconciliation, j'en avais fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le moment où ils essaieraient de me forcer à reprendre ma place serait le moment où ils comprendraient enfin à quel point ils m'avaient mal jugé. Et quelque part au fond de moi, sous le calme, sous la résolution, je l'ai senti. Le premier tremblement indubitable de quelque chose qui échappait définitivement à leur contrôle. L'invitation est arrivée le lundi suivant dans une enveloppe de couleur crème qui semblait plus lourde que le papier n'avait le droit de l'être. Pas d'adresse de retour, pas de chaleur dans la formulation, juste une ligne de texte rigide m'informant que la famille se réunirait à nouveau, cette fois pour un dîner plus petit et plus privé, et que ma présence était attendue. Pas demandé, attendu. J'ai fixé la carte un long moment, assise à ma table de cuisine avec mon café qui refroidissait à côté de moi. La formulation était délibérée. Ce n'était pas des excuses ou un rameau d'olivier. C'était une convocation, une tentative discrète de me ramener dans la pièce où ils croyaient encore détenir le pouvoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cet après-midi-là, mon avocat a appelé. Sa voix était calme, professionnelle, mais il y avait une pointe qui m'a fait me redresser. Il vous teste, a-t-il dit. C'est ce que font les familles comme la vôtre quand le silence cesse de fonctionner. Ils créent une scène. Ils veulent des témoins. Des témoins. Les mots m'ont marqué longtemps après que nous ayons raccroché.
Le lendemain, ma sœur a texté, je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tu as reçu l'invitation. Papa veut vraiment que tout le monde soit réuni. Le smiley à la fin ressemblait à une insulte. Je pouvais pratiquement entendre sa voix, douce en surface, acérée en dessous. Elle avait toujours aimé avoir un public, être vue comme la bonne fille, la raisonnable, la victime de ma prétendue imprévisibilité. Je n'ai rien répondu. Mercredi, mon père a de nouveau appelé. J'ai laissé sonner. Un message vocal a suivi, son ton mesuré, retenu d'une manière qui me disait qu'il choisissait ses mots avec soin. Cette famille ne règle pas ses problèmes en public, a-t-il dit. Nous gérons les choses en interne. Je te suggère de faire de même. La voilà de nouveau. L'avertissement déguisé en conseil. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, rejouant la fête dans mon esprit. La musique, les rires qui s'étaient arrêtés lorsque sa voix avait transpercé la pièce. La façon dont il s'était tenu à côté de ma sœur, la main ferme sur son épaule, les yeux fixés sur moi comme si j'avais franchi une ligne invisible. Je me suis souvenu de la chaleur qui m'était montée au visage, de la prise de conscience soudaine de chaque père Dieu sur moi alors qu'il me disait de partir. Pas discrètement, pas en privé, devant tout le monde. J'étais sorti la tête haute, mais l'humiliation m'avait suivi jusqu'à la maison comme une ombre. Le matin, ma décision était prise. J'irais, non pas parce qu'ils s'y attendaient, non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que cette fois, je n'entrerai pas dans cette pièce en tant que la femme qu'ils croyaient pouvoir encore contrôler. J'entrerai en tant que moi-même, pleinement consciente de ce que je portais, de ce que je savais, et de ce qu'ils ignoraient. Le soir du dîner, je me suis habillé simplement. Pas de bijoux ostentatoires, pas de couleurs dramatiques, juste des lignes épurées, une confiance calme. Je n'avais pas besoin d'avoir l'air puissante. J'avais besoin d'être ancré. Avant de partir, j'ai fait une pause à la porte, prenant une lente respiration. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. La maison était déjà pleine quand je suis arrivé. Des rires s'échappaient sur l'allée, le son des verres qui trinquent, des voix familières montant et descendant en harmonie pratiquée. Quand je suis entré, la pièce a changé presque imperceptiblement. Les conversations se sont interrompues une demi-seconde de trop. Les yeux se sont tournés vers moi, puis se sont détournés. Je l'ai senti, la tension qui vibrait juste sous la surface comme de l'électricité statique avant un orage. Mon père m'a repéré le premier, sa posture s'est raidie, la surprise a traversé son visage avant qu'il ne la dissimule. Il s'est approché avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme s'il n'avait pas passé des jours à insister pour que je le fasse. J'ai hoché la tête. « Tu me l'as demandé. » Il a fait un geste vers le salon où ma sœur se tenait, tenant la cour près de la cheminée. Elle s'est retournée quand elle nous a vus, son sourire s'élargissant, une démonstration étudiée de soulagement et d'affection. Je connaissais ce sourire. C'était le même qu'elle portait lorsque les professeurs la félicitaient pour des choses que j'avais faites, lorsque des parents complimentaient sa générosité après qu'elle ait offert mon temps. Je me suis déplacé lentement dans la pièce, consciente de chaque pas. Les gens m'ont salué avec une chaleur prudente, la curiosité à peine dissimulée. J'ai surpris des bribes de conversation chuchotées qui s'interrompaient à mon passage. Elle est vraiment venue. Je me demande ce qu'elle prépare. Je me suis assise près du bord du groupe, délibérément, sans m'insérer au centre. Laissez-les se demander. Laissez-les combler le silence avec leurs propres suppositions. Le dîner a été servi et nous nous sommes réunis autour de la longue table qui avait accueilli des décennies de jalons familiaux. Anniversaires, vacances, célébrations auxquelles j'avais toujours assisté en tant que personnage secondaire. Mon père s'est levé au bout de la table, le verre levé, se lançant dans un toast sur l'unité et le pardon. Ces mots étaient vagues, soigneusement choisis pour suggérer un conflit sans le nommer. Plusieurs personnes ont hoché la tête, me regardant, puis ma sœur. Quand il a fini, ma sœur a pris sa main, la serrant théâtralement. « Nous sommes si reconnaissants d'être ensemble », a-t-elle dit, la voix douce, les yeux brillants. La famille, c'est tout. J'ai ressenti l'envie familière de me faire petite, de me taire, de laisser le moment passer sans perturbation. Cette envie m'avait été inculquée au fil des années de dîners comme celui-ci. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai posé délicatement ma fourchette. « J'aimerais dire quelque chose », ai-je dit. Le silence est tombé dans la pièce.
La mâchoire de mon père s'est contractée presque imperceptiblement. Le sourire de ma sœur s'est figé. Tous les yeux se sont tournés vers moi, l'anticipation et le malaise se mêlant dans l'air. Je me suis levé lentement, le cœur stable, la voix calme. Je veux clarifier quelque chose, ai-je continué, car il semble y avoir beaucoup de confusion sur ce qui s'est passé lors du dernier rassemblement familial. Une ondulation a traversé la pièce. Je l'ai senti. Le collectif s'est penché en avant. La soif de drame. On m'a demandé de partir, ai-je dit simplement. Non pas parce que j'ai fait une scène, non pas parce que j'ai manqué de respect, mais parce que je n'étais pas d'accord avec quelque chose que ma sœur a dit, et mon père a choisi de prendre publiquement son parti. C'est la vérité. Ma sœur a ri légèrement, un son dédaigneux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a-t-elle dit rapidement. Tu simplifies trop. J'ai rencontré son regard. Vraiment? Mon père s'est raclé la gorge. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, a-t-il dit sèchement. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Cela aurait dû être traité en privé. C'est pourquoi j'ai été surprise quand tu as choisi de le traiter publiquement. Un murmure s'est propagé dans la pièce. Quelqu'un s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Les yeux de ma sœur se sont tournés vers mon père, puis vers moi, l'irritation s'insinuant dans son expression. Je ne suis pas ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis ici parce que j'ai été invité. Mais je ne resterai pas assise en silence pendant que mon absence est utilisée pour réécrire ce qui s'est passé. Le visage de mon père a rougi. Tu es dramatique, a-t-il lancé. C'est exactement ce comportement. J'ai levé doucement la main. S'il te plaît, ne fais pas ça. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'ai été celle qui devait aplanir les choses, absorber l'inconfort, maintenir la paix. Ce soir, je choisis plutôt l'honnêteté. Ma sœur a légèrement repoussé sa chaise. Et alors? Tu es ici pour nous embarrasser? Elle a de nouveau ri, plus sèchement cette fois. Pour te faire passer pour une sorte de victime? J'ai secoué la tête. Non, je suis ici parce que je ne serai pas effacé de ma propre histoire. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et indéniables. Mon père s'est levé brusquement. Ça suffit, a-t-il dit. Assieds-toi. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose a vacillé dans ses yeux alors. Pas de la colère, de la peur. La peur de perdre le contrôle de la pièce, du récit qu'il avait si soigneusement orchestré. Autour de nous, les parents échangeaient des regards, l'incertitude remplaçant leur jugement antérieur. Je vais partir maintenant, ai-je dit calmement. Non pas parce qu'on me le dit, mais parce que j'ai dit ce qui devait être dit. J'ai attrapé mon manteau. En me retournant, j'ai surpris l'expression de ma sœur, le masque tombant enfin. Sous le charme se trouvait quelque chose de brut et de troublé. Elle ne s'était pas attendue à cela, ne s'était pas attendue à ce que je tienne bon sans élever la voix. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père a appelé derrière moi, « Ne fais pas ça ». Je me suis arrêté, la main sur la poignée, et je l'ai regardé. Je ne fais rien, ai-je dit tranquillement. Je ne joue simplement plus mon rôle. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, la porte se refermant doucement derrière moi. Le son des voix a repris à l'intérieur, mais elles étaient différentes maintenant, plus basses, inquiètes. Je suis resté sur le porche un instant, respirant profondément, laissant la tension se dissiper de mes épaules. En partant, mon téléphone a vibré, un message de ma sœur. Tu penses que tu as gagné quelque chose ce soir? J'ai souri faiblement, posant le téléphone face contre le siège passager. Ce n'était pas une victoire. C'était une ligne tracée. Il n'avait toujours aucune idée de ce que je détenais, de ce que je savais, ou à quel point il n'était pas préparé à ce qui allait suivre. Mais ce soir-là, pour la première fois, l'équilibre avait changé, et ils l'ont senti. Les retombées de ce dîner ne sont pas arrivées d'un coup. Elles se sont glissées lentement, comme un changement de pression que vous ne remarquez qu'une fois que vos oreilles commencent à bourdonner. Le lendemain matin, mon téléphone était silencieux, et ce silence semblait délibéré, calculé. Il se regroupait. Je pouvais le sentir. Je suis allé au travail quand même, me replongeant dans des routines qui manqueraient, café, email, réunion, des chiffres qui avaient un sens.
Ma vie professionnelle avait toujours été le seul endroit où l'effort égalait le résultat, où la clarté importait plus que la hiérarchie. C'était aussi la seule partie de ma vie que ma famille n'avait jamais vraiment comprise, ce qui la rendait plus sûre que tout le reste. Vers le milieu de la matinée, mon assistante a frappé doucement à la porte de mon bureau. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-elle dit prudemment. « Il dit que c'est urgent. » Je n'avais pas besoin qu'elle termine la phrase. Je le savais déjà. Mon père se tenait dans le couloir devant mon bureau, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait l'air déplacé parmi les murs de verre et l'efficacité tranquille, comme une relique tombée dans la mauvaise décennie. Les gens le regardaient, puis me regardaient, la curiosité vacillant derrière des expressions polies. « Nous devons parler », a-t-il dit sans préambule. J'ai rencontré son regard calmement. « Tu aurais dû appeler. » Il a ricané. « Tu as arrêté de répondre. » J'ai fait un geste vers la petite salle de conférence voisine. 5 minutes. À l'intérieur, l'air semblait plus lourd. Il ne s'est pas assis. Il a plutôt arpenté la pièce, comme il le faisait toujours quand il voulait paraître en contrôle tout en se sentant tout sauf. « Tu m'as embarrassé hier soir », a-t-il dit finalement, devant tout le monde. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. « Tu t'es embarrassé toi-même. » Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. « Ne déforme pas les choses. Ta sœur était blessée. Tu as transformé un dîner de famille en spectacle. » J'ai gardé ma voix calme. « Tu en as fait un spectacle quand tu m'as dit de partir à la dernière fête. » J'ai simplement refusé de prétendre que cela n'était pas arrivé. Il a secoué la tête, les lèvres amincies. « Tu as changé. » « Oui, » ai-je dit simplement. « J'ai changé. » Cette réponse sembla le déstabiliser plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Il m'a fixé un instant, cherchant la fille qu'il se souvenait. Celle qui s'adoucirait, s'excuserait, reculerait. Quand il ne l'a pas trouvée, son ton a changé. « Tu penses que tu es intouchable maintenant ?» a-t-il dit tranquillement. « Je ne sais pas d'où vient cette confiance, mais n'oublie pas d'où tu viens. » J'ai presque ri. « Je sais exactement d'où je viens », ai-je dit. « C'est pourquoi je n'y retournerai pas. » Ses yeux se sont rétrécis. « Est-ce que c'est une question d'argent ? » La voilà. La première fissure. J'ai haussé un sourcil. « Qu'est-ce qui te fait demander ça ?» Il a hésité, puis a agité une main avec dédain. « Tu agis différemment, de manière distante, comme si tu n'avais plus besoin de nous. » Je n'ai pas répondu. Le silence, j'apprenais, était bien plus efficace que le déni. Il s'est penché en avant, baissant la voix. « Ta sœur pense que tu caches quelque chose. » J'ai de nouveau rencontré son regard, sans ciller. « Je cache ma paix. » Il a ricané, se redressant. « Si tu penses que t'éloigner te donne un levier, tu as tort. La famille est un levier. La réputation est un levier. » Je me suis alors levé, signalant que la conversation était terminée. Pas quand elle est bâtie sur le contrôle. Son visage s'est durci. « Tu fais une erreur. » J'ai souri, un sourire petit et triste. « C'est ce que tu as dit quand je suis allé à l'université. Quand j'ai pris mon premier emploi. Quand j'ai refusé de te prêter de l'argent la première fois. C'est drôle comme chaque limite ressemble à une erreur pour la personne qui profitait du fait que vous n'en aviez aucune. » J'ai ouvert la porte. Il m'a fixé un long moment, puis est sorti sans un autre mot. Cet après-midi-là, ma sœur a appelé. Je n'ai pas répondu. Le soir, la pression est venue d'un angle différent. Un email d'un oncle. Objet, inquiet. Il a écrit sur la loyauté, sur la façon dont les familles gèrent les désaccords en privé, sur le fait que mon père était sous beaucoup de stress. Il m'a suggéré de considérer la situation dans son ensemble. Je l'ai supprimé. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas encore savoir, c'est que je considérais déjà la situation dans son ensemble depuis des années, discrètement, stratégiquement. Pendant qu'ils se disputaient sur les plans de table et les suppositions d'héritage, j'avais construit quelque chose de entièrement séparé d'eux. Le compte en Suisse n'était pas une manne soudaine. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat de décisions prises bien avant qu'ils n'imaginent que je pouvais les prendre. Tard ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert,
examinant des documents que je n'avais que rarement besoin de toucher. Relevés de compte, structure de fiducie, participations offshore établies par des canaux légitimes, des couches de conformité et de discrétion. 3 milliards de dollars n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils grandissent lentement, patiemment, quand on comprend comment les systèmes fonctionnent et quand il faut rester silencieux. J'ai pensé à l'ironie de tout cela. Ma famille m'avait toujours sous-estimé parce que je ne parlais jamais d'argent comme ils le faisaient. Je ne me vantais pas. Je n'empruntais pas. Je ne rivalisais pas. Tandis que ma sœur mesurait la valeur en marque de créateur et que mon père était obsédé par les apparences, j'investissais. Je diversifiais. Je planifiais. Et je restais invisible. Le lendemain, les rumeurs ont commencé. Je les ai entendues de seconde main au début. Un collègue a mentionné que quelqu'un avait posé des questions étranges sur moi lors d'un événement de réseautage. Un autre m'a transmis un message d'une connaissance commune me demandant si tout allait bien, si j'avais des ennuis. Le récit changeait à nouveau, mais cette fois avec une pointe de suspicion. Vendredi, ma sœur m'a texté directement. Nous devons parler. Ça devient incontrôlable. J'ai répondu par une seule phrase. Je suis d'accord. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos bureaux, un terrain neutre. Elle est arrivée la première, parfaitement coiffée, les doigts tapotant impatiemment contre sa tasse. Quand elle m'a vu, son expression s'est tendue, puis s'est lissée. « Tu as l'air détendu » a-t-elle dit en m'étudiant. « Je le suis. » Elle s'est penchée. « Papa est inquiet. Les gens parlent. Il y a des questions sur toi, sur où tu as été, ce que tu fais. » J'ai siroté mon café. Les gens parlent. Ses yeux se sont aiguisés. Tu prends plaisir à ça. J'ai secoué la tête. Non, j'ai fini de gérer les émotions de tout le monde. Elle a expiré brusquement. Tu ne peux pas simplement disparaître et t'attendre à ce que les choses restent les mêmes. J'ai rencontré son regard. C'est exactement ce que j'attends. Elle a ricané. Tu penses que tu es au-dessus de nous maintenant? J'ai incliné la tête. Veux-tu vraiment une réponse à ça? Sa mâchoire s'est serrée. Tu fais toujours ça. Tu agis calmement, supérieurement, comme si tu détenais une sorte de secret. J'ai souri faiblement. Peut-être que c'est le cas. Elle s'est penchée en arrière, croisant les bras. Si tu essaies de nous faire peur, ça ne marche pas. J'ai fini mon café et je me suis levé. Bien. C'est alors que son sang-froid s'est fissuré. Tu penses que papa ne le découvrira pas un jour, a-t-elle lancé. Quoi que tu caches, ça finit toujours par sortir. Je me suis arrêté, la regardant. Certaines choses ne sortent que lorsque vous choisissez le moment. Je l'ai laissée là, fumante. Ce soir-là, mon avocat a de nouveau appelé. Ils ont commencé à creuser, a-t-il dit. Votre père a contacté un comptable, a posé des questions qui n'ont de sens que s'il soupçonne quelque chose d'important. J'ai souri pour moi-même. Laissez-le creuser. La semaine suivante a ressemblé au calme avant la tempête. Plus de messages, pas de visite surprise, juste un silence inquiétant qui me disait qu'il reliait les points, aussi maladroitement soit-il. J'ai continué ma vie, j'ai assisté à des réunions, j'ai conclu des marchés. Chaque action normale semblait surréaliste, sachant à quel point le sol sous les pieds de ma famille était sur le point de se dérober. Jeudi soir, j'ai reçu une invitation formelle, un gala de charité, tenue de soirée, organisé par l'une des plus grandes institutions financières de la région. Mon nom figurait comme donatrice d'honneur. J'ai fixé l'email un long moment. Ce n'était pas mon fait, pas directement, mais je savais exactement qui l'avait arrangé. Un de mes partenaires de longue date, quelqu'un qui respectait la discrétion, mais croyait en la visibilité quand c'était important. Le gala était public, la presse serait là, des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des gens qui comprenaient les chiffres à un niveau que ma famille n'avait jamais atteint. Et mon père, il avait été invité aussi. Les pièces se sont emboîtées avec une précision presque poétique. J'ai répondu par un seul mot. Confirmé. Le soir du gala, je suis resté devant mon miroir plus longtemps que d'habitude, ajustant la simple robe noire que j'avais choisie. Pas de logo, pas d'excès, juste une autorité tranquille. En enfilant mes chaussures,
je n'ai ressenti aucune nervosité, seulement une résolution constante. Il ne s'agissait pas d'humiliation. Il s'agissait de réalité. Quand je suis arrivé, le lieu bourdonnait d'énergie. Des lustres en cristal, des conversations basses murmurant l'influence. En entrant, la reconnaissance a étincelé dans quelques yeux. Des têtes se sont tournées, des chuchotements ont suivi. Je me suis déplacé dans la pièce avec aisance, saluant des visages familiers. Quand mon nom a été annoncé plus tard dans la soirée, les applaudissements ont été polis mais curieux. J'ai pris la scène, le micro froid dans ma main. Merci, ai-je dit, la voix stable. Je crois au soutien des institutions qui valorisent la réflexion à long terme, la transparence et l'impact. J'ai parlé brièvement, à dessein. Je n'ai pas mentionné de chiffres. Je n'en avais pas besoin. Mais en descendant de scène, je les ai vus. Mon père se tenait figé près du fond de la pièce. Ma sœur à côté de lui, le visage pâle. Il me regardait comme s'il voyait une étrangère, une qui s'était cachée à la vue de tous. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, une journaliste s'est approchée. « Pouvez-vous confirmer les rumeurs sur vos avoirs ?» a-t-elle demandé légèrement. J'ai souri. Je peux confirmer que j'ai eu de la chance. De l'autre côté de la pièce, le monde de mon père s'effondrait en temps réel. Et pour la première fois, je savais sans aucun doute que le moment où ils avaient essayé de me contrôler publiquement allait trouver sa réponse. Pas avec de la colère, mais avec une vérité indéniable. Le lendemain matin, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je l'ai laissé sonner pendant que je faisais du café, pendant que je me tenais près de la fenêtre à regarder la ville se réveiller, pendant que je respirais le calme qui m'appartenait encore. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon père encore et encore, puis celui de ma sœur, puis des numéros que je ne reconnaissais pas, mais que je connaissais déjà par instinct. Leur silence avait pris fin. La panique avait remplacé la stratégie. Je n'ai répondu à aucun d'eux. En milieu de matinée, les messages sont passés de frénétiques à soigneusement formulés. Mon père a laissé un message vocal qui ne ressemblait en rien à l'homme qui m'avait ordonné de sortir d'une fête de famille quelques jours plus tôt. Sa voix était plus basse, tendue, presque suppliante. Nous devons parler. Il y a eu un malentendu. Les choses ont été démesurées. Rappelle-moi. Un malentendu. Je l'ai supprimé sans l'écouter une deuxième fois. Le texto de ma sœur a suivi quelques minutes plus tard. Nous t'avons vu hier soir. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ces bulles de saisie sont apparues et ont disparu avant qu'un autre message n'arrive. Papa est vraiment contrarié. Tu l'as humilié. J'ai fixé l'écran, sentant quelque chose s'installer profondément dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la satisfaction, de la finalité. J'ai tapé une ligne. Je ne l'ai pas humilié. J'ai dit la vérité. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine. Les retombées se sont propagées rapidement, plus vite que je ne l'avais prévu. À l'heure du déjeuner, mon assistante m'a discrètement informé que mon père avait appelé le bureau 2 fois, demandant à me parler personnellement. Elle avait suivi mes instructions et avait refusé. La 3e fois, il avait élevé la voix. La 4e, il avait raccroché sans rien dire. Les gens parlaient maintenant, non seulement au sein de la famille, mais aussi à l'extérieur. Le gars-là avait fait exactement ce qu'il était censé faire. Il m'avait placé dans un contexte que ma famille ne pouvait pas contrôler, parmi des gens qui comprenaient le pouvoir, non pas comme du bruit, mais comme une structure. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email d'une connaissance à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Félicitations pour la reconnaissance d'hier soir. Je ne savais pas que tu étais impliqué à ce niveau. La formulation était polie, mais la curiosité vibrait en dessous. D'autres ont suivi, certains de félicitations, certains curieux, certains prétendant ne pas l'être du tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le soir, mon père s'est présenté à mon immeuble. La sécurité m'a appelé avant même qu'il n'atteigne le hall. Il y a un homme ici qui insiste pour dire qu'il est votre père. Il semble agité. J'ai fermé les yeux un instant. Je ne suis pas disponible, ai-je dit calmement. S'il vous plaît, demandez-lui de partir. Il y eut une pause. Il dit qu'il ne partira pas. J'ai expiré lentement. Alors, faites intervenir la direction de l'immeuble. 10 minutes plus tard,
mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur. Tu fais vraiment ça? Mettre papa dehors comme un étranger. J'ai posé le téléphone et je m'en suis éloigné. Plus tard dans la soirée, je me suis tenu au comptoir de ma cuisine, faisant défiler un article que quelqu'un m'avait envoyé anonymement. C'était un court article d'un blog financier, subtil mais dévastateur. Il mentionnait le gala, la liste des donateurs, et dans un paragraphe prudent, faisait référence à une holding privée suisse liée à des investissements à long terme dans plusieurs secteurs. Mon nom n'était pas placardé dessus, mais ce n'était pas nécessaire. N'importe qui avec des connaissances financières de base pouvait relier les points. Ma famille n'avait pas ces connaissances. C'était clair d'après le message vocal que mon père a laissé 1 heure plus tard, sa voix tendue par quelque chose entre la colère et la peur. Qu'est-ce qui se passe, putain? Avec qui tu travailles? Combien d'argent as-tu réellement? J'ai presque ri. Il pensait toujours que l'information était quelque chose qu'il pouvait exiger. Le lendemain, j'ai accepté une seule réunion, pas avec ma famille, avec mon avocat et un consultant en sécurité privée. Nous avons discuté des éventualités calmement, cliniquement, harcèlement, gestion de la réputation, ordonnance de protection si nécessaire. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Quand on grandit dans une famille qui assimile le contrôle à l'amour, on apprend très tôt que les limites sont dangereuses. Je désapprenais cela maintenant, remplaçant la peur par la prévoyance. Jeudi, ma sœur m'a acculé d'une manière que je ne pouvais pas éviter. Je suis sorti d'une réunion et je l'ai presque heurté dans le hall en bas. Ses yeux étaient cerclés de rouge, le maquillage appliqué à la hâte, son sang-froid fissuré au-delà de toute réparation. Elle a attrapé mon bras avant que je puisse reculer. « Ne t'en va pas » a-t-elle sifflé. J'ai libéré mon bras. « Ne me touche pas. » Les gens ont jeté un coup d'œil. Elle s'en fichait. « Tu penses que tu peux tout réécrire comme ça » a-t-elle dit, la voix tremblante. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à papa ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Pas de la confiance, pas de la supériorité, de la peur, brute et non filtrée. Ce que j'ai fait, ai-je dit tranquillement, c'est d'arrêter de mentir pour vous. Son souffle s'est coupé. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous. J'ai secoué la tête. J'agis comme si j'en avais fini d'être moins. Elle a dégluti difficilement. C'est combien? J'ai fait une pause. Combien, quoi? L'argent, a-t-elle lancé. Tout le monde en parle. Papa dit que tu caches des milliards. J'ai rencontré son regard calmement. Papa n'a pas à connaître mes finances. Son visage s'est tordu. Tu nous le dois. Les mots étaient automatiques, réflexes. J'ai ressenti une étrange tristesse alors, pas pour moi, mais pour elle. Elle avait été entraînée tout aussi minutieusement que moi, seulement dans un rôle différent. Être la préférée ne signifiait pas être libre. Je ne vous dois rien, ai-je dit doucement. Et la vérité non plus. Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Cette nuit-là, mon père a envoyé un email, pas un texto, pas un appel, un email assez long pour être déroulé 2 fois. Il a écrit sur le sacrifice, sur la réputation, sur la façon dont il m'avait toujours défendu, sur l'ingratitude de ma part de laisser les gens penser des choses sur lui qui n'étaient pas vraies. Il a exigé une réunion. Il a exigé de la clarté. Il a exigé le respect. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai transféré à mon avocat et je l'ai archivé. La semaine suivante, la pression a atteint son paroxysme. Mon père a convoqué une réunion de famille d'urgence. Pas d'invitation cette fois, juste un message envoyé par plusieurs parents. Nous devons clarifier les choses. C'est allé trop loin. J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai assisté à un autre événement, plus petit, plus discret. Un dîner privé du conseil d'administration avec des gens qui n'élevaient pas la voix, qui ne prenaient pas la pause, qui comprenaient que le vrai pouvoir se déplace en silence. J'ai plus écouté que parlé. Je n'avais rien à prouver. À un moment donné, un homme à côté de moi s'est penché et a dit nonchalamment, « Votre nom circule beaucoup ces derniers temps. Des problèmes de famille ?» J'ai souri finement. De la clarté familiale. Il a hoché la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. À la fin de la soirée, mon téléphone a de nouveau vibré, un message de ma sœur dépouillée de son habituelle pointe.
S'il te plaît, dis-nous juste pourquoi. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu, parce que vous n'avez jamais demandé qui je devenais. Vous vous êtes seulement soucié de qui j'étais pour vous. Il n'y a pas eu de réponse. Le lendemain matin, mon avocat a appelé. Votre père a fait des recherches, a-t-il dit prudemment. Sur l'accès à des informations auxquelles il n'a aucun droit. Il ne gère pas bien la situation. J'ai fermé les yeux. Je m'y attendais. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a-t-il dit, vous décidez de la distance que vous voulez et de sa permanence. Cet après-midi-là, je me suis assise seule dans mon appartement, la ville bourdonnant en bas, et j'ai pensé à la permanence. Aux années que j'avais passées à croire que les liens familiaux étaient incassables, même lorsqu'ils me mettaient en pièces, autant qu'il m'avait fallu pour réaliser que les liens du sang n'excusent pas la trahison. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois ce jour-là. Un message vocal de mon père, sa voix dépouillée de son autorité. Tu penses que tu es puissante maintenant, a-t-il dit. Tu penses que l'argent te rend intouchable. N'oublie pas qui t'a faite. J'ai écouté tout le message sans l'interrompre. Puis je l'ai supprimé. Il ne m'avait pas faite. La survie l'avait fait. La tempête qu'ils avaient essayé de déchaîner était passée, et ce qui restait était quelque chose qu'ils ne reconnaissaient pas. Pas une fille demandant l'approbation, pas une sœur cherchant la validation, mais une femme qui était pleinement entrée dans sa propre vie. Et ils commençaient enfin à comprendre ce que cela signifiait. Le silence qui a suivi semblait différent cette fois. Pas tendu, pas fragile. Il était lourd, installé, comme l'air après un orage quand tout ce qui est cassé est déjà tombé. Je pouvais le sentir dans la façon dont mon téléphone restait silencieux en l'absence de messages frénétiques. Dans la soudaine retenue que ma famille semblait forcée d'adopter. Ils avaient poussé aussi loin qu'ils le pouvaient sans s'exposer complètement. Et maintenant, ils attendaient que je fasse le prochain mouvement. Je ne l'ai pas précipité. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le resserrement du périmètre de ma vie. J'ai de nouveau rencontré mon avocat, cette fois pour formaliser des choses que j'avais retardées pendant des années, protection de fiducie, limite de visibilité des actifs, distance légale entre mes finances et quiconque partageait mon nom de famille. Ce n'était pas dramatique. C'était méthodique. Chaque document signé ressemblait à la fermeture d'une porte que j'avais laissée entr'ouverte par habitude, pas par nécessité. Pendant que je faisais cela, ma famille se désagrégeait. Ça a commencé par des chuchotements. Un cousin a pris contact sous prétexte d'inquiétude, puis a glissé et a admis que mon père posait des questions pointues sur mes relations d'affaires. Un autre parent a laissé entendre que ma sœur pleurait au travail, racontant à quiconque voulait l'entendre que j'étais devenue froide et que j'avais abandonné la famille pour de l'argent. L'ironie était presque impressionnante. L'argent n'avait jamais été le problème. Il l'avait seulement révélé. Un soir, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de ne pas le faire. Quand j'ai répondu, une voix calme et professionnelle s'est présentée comme un comptable qui avait auparavant travaillé avec mon père. J'ai hésité avant de répondre. Oui. Il s'est raclé la gorge. Je vous appelle parce que votre père m'a contacté récemment. Il a demandé des conseils sur la restructuration d'actifs, sur un accès potentiel à des comptes détenus au nom de la famille. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur. Et que lui avez-vous dit? Qu'il n'a aucun droit sur quoi que ce soit à votre nom, a dit le comptable avec prudence. Mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Il est désespéré. Les gens désespérés font des choix imprudents. Cette nuit-là, ma sœur s'est de nouveau présentée. Cette fois, elle n'a pas prévenu. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, les yeux gonflés, les cheveux tirés en arrière à la hâte, la confiance qu'elle portait comme une armure enfin dépouillée. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. S'il te plaît, a-t-elle dit tranquillement. Pouvons-nous parler? J'ai envisagé de fermer la porte. Au lieu de cela, je me suis écarté. Elle est entrée lentement dans mon appartement, observant l'espace comme si elle le voyait pour la première fois. Les lignes épurées, le calme, l'absence de chaos. Elle avait l'air déplacée ici, comme quelqu'un qui s'était égaré dans une vie qui n'était pas faite pour elle. Papa ne va pas bien, a-t-elle dit finalement, s'asseyant sur le bord du canapé. Il ne dort presque pas. Il n'arrête pas de dire que tu l'as trahi.
Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Il s'est trahi lui-même. Elle a grimacé. Tu ne comprends pas. Il a tout construit autour de cette famille, sa réputation, son identité. Et j'étais censé disparaître pour protéger ça, ai-je répondu. Ses yeux se sont remplis. Il a peur. J'ai hoché la tête. J'avais peur aussi, pendant des années. Elle m'a regardé brusquement. Ce n'est pas juste. J'ai expiré lentement. La justice a quitté la conversation il y a longtemps. Le silence s'est étiré entre nous. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était plus petite. C'est combien? J'ai incliné la tête. Tu as déjà posé cette question. Elle a dégluti. C'est vraiment des milliards? Je n'ai pas répondu directement. Assez pour ne plus jamais avoir besoin de rien de sa part. Les mots l'ont frappé plus fort qu'un chiffre n'aurait jamais pu le faire. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. Il raconte aux gens que tu es instable, que tu es manipulé, que quelqu'un t'utilise. J'ai ri doucement, sans humour. Bien sûr qu'il le fait. Elle a levé les yeux. Est-ce que c'est le cas? J'ai rencontré son regard fermement. Non. Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Quand elle ne l'a pas trouvé, ses épaules se sont affaissées. Il veut que tu rentres à la maison, a-t-elle dit. Pour t'expliquer, pour rassurer tout le monde. J'ai secoué la tête. Je ne m'explique pas à des gens qui n'ont jamais écouté. Sa frustration a débordé. Tu déchires cette famille. Je me suis redressé. Non, je ne la tiens simplement plus ensemble. Elle m'a fixé un long moment, puis a ri faiblement. Tu penses vraiment que tu es meilleur que nous maintenant? Je me suis approché, baissant la voix. Je pense que je suis enfin honnête sur qui vous êtes. Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Quand elle est partie, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas menacé. Elle est juste sortie, vaincue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pour la première fois, elle ne pouvait pas tordre le récit pour se mettre au centre. La prochaine escalade est arrivée plus vite que je ne l'attendais. 2 jours plus tard, mon avocat a appelé avec un ton sec. Votre père a déposé une plainte. J'ai froncé les sourcils. À propos de quoi? Il allègue une influence indue, une mauvaise conduite financière et une incapacité mentale. J'ai ri une fois, sèchement. Il m'accuse d'être folle. Oui, a dit mon avocat calmement. C'est faible. Ça n'ira nulle part, mais c'est destiné à vous déstabiliser, à forcer la divulgation, à obtenir un accès. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Il essaie de forcer son entrée. Il essaie de reprendre le contrôle, à corriger mon avocat. Mais il s'y prend de la mauvaise manière. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon salon, les lumières tamisées, la ville brillant au-delà des fenêtres. J'ai pensé à l'homme qui m'a élevé, à la façon dont il dominait les conversations, à la certitude dans sa voix quand il me disait ce que j'avais le droit de vouloir, à quel point il m'avait toujours fait sentir petite. Et j'ai réalisé quelque chose. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de perdre sa pertinence. Le lendemain matin, j'ai autorisé une action que j'avais retenue. Une action discrète, mais irréversible. Mon équipe juridique a envoyé des avis formels, des mises en demeure. Plus de contact par des tiers, pas d'enquête sur mes affaires financières. Toute tentative de diffamation ou d'ingérence entraînerait une réponse juridique immédiate. Mon père l'a reçu à midi. Ma sœur a texté à 1h. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Le soir, la famille élargie était en chaos. Les messages ont inondé les discussions de groupe que j'avais depuis longtemps mises en sourdine. Accusations, dénégations, confusion. Mon nom passait de bouche en bouche comme un problème que personne ne savait comment résoudre. Pour la première fois, je n'étais pas là pour l'absorber. Cette nuit-là, j'ai assisté à un dîner privé organisé par un conseil philanthropique que j'avais soutenu pendant des années en coulisses. C'était petit, intime, axé sur un but, pas de presse, pas de spectacle, juste des conversations qui comptaient. À un moment donné, une femme en face de la table m'a souri. « Vous semblez plus légère », a-t-elle dit. J'y ai pensé. Je le suis.
Plus tard, en me dirigeant vers ma voiture, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message vocal de mon père. Sa voix était instable, dépouillée de son autorité habituelle. « Tu penses que les avocats peuvent te protéger ?» a-t-il dit. « Tu penses que l'argent te rend immunisé. N'oublie pas, je te connais. Je sais comment te briser. » J'ai écouté sans broncher. Puis je l'ai supprimé. Il ne me connaissait pas. Il connaissait la version de moi que j'avais dépassée. En rentrant chez moi dans des rues calmes, un étrange sentiment de calme s'est installé en moi. Les lignes de bataille avaient été tracées, non pas par moi, mais par leur refus de lâcher prise. Et pour la première fois, j'ai compris que ce qui allait suivre ne serait pas une confrontation alimentée par la colère. Ce serait un règlement de compte alimenté par la vérité. Ils avaient essayé de me ramener dans le rôle qu'ils m'avaient assigné. Au lieu de cela, ils m'avaient poussé dans celui qu'ils craignaient le plus. La femme qui n'avait plus besoin de leur permission pour exister. Le premier avis est arrivé un vendredi après-midi, glissé discrètement dans ma boîte de réception alors que j'examinais les rapports trimestriels. Ce n'était pas dramatique, pas de menaces, pas de cris, juste un document juridique formel m'informant que mon père avait l'intention de contester mon autonomie financière pour des raisons de capacité diminuée et de coercition présumée par des tiers non nommés. J'ai fixé l'écran un long moment, puis je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Quand le contrôle par l'émotion échouait, il se tournait vers les institutions, les tribunaux, la paperasse, une autorité qui n'exigeait pas mon consentement. J'ai transmis l'avis à mon avocat sans commentaire. Moins d'une heure plus tard, il m'a appelé. Sa voix était calme, presque ennuyée. « C'est une partie de pêche », a-t-il dit. « Il n'a aucun fondement, aucune preuve, mais il espère que la peur vous fera parler. » « Je ne le ferai pas, ai-je répondu. « Bien, » a-t-il dit. Alors nous continuons. Lundi, la situation était passée de l'intimidation privée à la performance publique. Mon père avait contacté plusieurs parents éloignés, se présentant comme un parent inquiet essayant de sauver une fille de la manipulation et de l'excès. L'histoire changeait selon la personne à qui il parlait. Pour certains, j'étais mentalement instable. Pour d'autres, j'étais utilisé par des investisseurs de l'ombre. Dans chaque version, il était le héros. La partie qu'il n'a jamais mentionnée était pourquoi il avait besoin d'être sauvé de moi. Ma sœur a appelé cette nuit-là, sa voix frénétique. Il va au tribunal, a-t-elle dit. Il raconte à tout le monde qu'il fait ça pour ton bien. J'ai fermé les yeux. Pendant des années, cette phrase avait tout justifié, le contrôle, le mépris, le silence, pour ton bien. Dis-lui d'arrêter, a-t-elle plaidé. Ça va devenir moche. C'est déjà le cas, ai-je dit tranquillement. J'ai juste arrêté de faire semblant. Elle a hésité. Tu vas vraiment le combattre? J'ai ouvert les yeux, regardant les lumières de la ville au-delà de ma fenêtre. Je ne le combats pas, ai-je dit. Je refuse de disparaître. La date du tribunal a été fixée rapidement, une audience d'urgence. Mon avocat m'a assuré que c'était procédural, une première étape qui serait probablement rejetée, mais le symbolisme importait. Mon père voulait une scène. Il voulait récupérer son autorité de la manière la plus publique qu'il connaissait. Je l'ai laissé faire. Le matin de l'audience, je me suis habillé avec intention. Rien de sévère, rien de voyant, des tons neutres, une présence stable. Je voulais avoir l'air exactement de ce que j'étais, une femme adulte compétente en pleine maîtrise de sa vie. À l'extérieur du palais de justice, des caméras attendaient. Pas beaucoup, mais assez. Quelques journalistes locaux, quelques blogueurs qui sentaient le drame. Je suis passé devant eux sans commentaire, mon avocat à mes côtés. À l'intérieur, la salle était plus petite que je ne l'attendais, lambrissée, austère, conçue pour intimider les personnes peu familières avec ses rituels. Mon père était assis de l'autre côté de l'allée, la posture rigide, la mâchoire serrée. Ma sœur était assise à côté de lui, les yeux fuyants. Quand il m'a vu, quelque chose a vacillé dans son expression. Du soulagement peut-être, ou de la satisfaction. Il pensait que j'étais venu supplier. Je n'ai pas détourné le regard. L'audience a commencé avec son avocat exposant les préoccupations concernant mon état mental, ma richesse soudaine, mon isolement de la famille. Il a dépeint le tableau d'une fille perdue dans l'ambition, manipulée par l'argent,
déconnecté de la réalité. C'était presque impressionnant la fluidité avec laquelle il parlait, la conviction avec laquelle il transformait l'indépendance en pathologie. Quand ce fut mon tour, mon avocat s'est levé calmement. Ma cliente est pleinement compétente, a-t-il dit. Elle gère des structures financières complexes depuis des années sans incident. Elle n'a aucun antécédent de maladie mentale. Aucune preuve de coercition n'existe. Cette requête est sans fondement. Le juge a écouté, son expression illisible. Puis mon père s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Je l'ai élevée. Je la connais. Ce n'est pas elle. Elle a toujours été sensible, facilement influençable. Elle ne voit pas ce qu'elle se fait à elle-même. J'ai senti une pression familière dans ma poitrine, un vieil instinct me poussant à me faire petite, à me taire, à le laisser parler pour moi. Je l'ai ignoré. Quand le juge a demandé si je souhaitais répondre, je me suis levé. Oui, ai-je dit. Je me suis légèrement tourné, m'adressant à la cour, pas à mon père. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas confuse. Je ne suis simplement plus complaisante. Un murmure a parcouru la salle. Pendant la majeure partie de ma vie, ai-je continué, ma famille a assimilé l'obéissance à l'amour. Quand j'ai commencé à faire des choix qui ne mettaient pas leur confort au centre, ces choix ont été qualifiés d'instabilité. Cette requête ne concerne pas l'inquiétude. Elle concerne le contrôle. Le visage de mon père s'est empourpré. Ce n'est pas vrai. Le juge a levé la main pour le silence. J'ai continué d'une voix égale. J'ai fourni des documents prouvant mon indépendance financière, des évaluations médicales confirmant ma capacité et un conseil juridique qui m'a conseillé à chaque étape. Il n'y a aucune urgence ici, sauf celle créée par un homme qui ne peut accepter que son autorité a pris fin. Un silence a suivi, épais, lourd. Le juge a examiné les documents, puis a levé les yeux. Ce tribunal ne trouve aucun motif pour continuer, a-t-elle dit. Requête rejetée. Juste comme ça. Mon père s'est raidi. Ma sœur a brusquement inspiré. J'ai senti quelque chose se libérer en moi. Pas du triomphe, mais du soulagement. L'institution qu'il avait tenté d'utiliser comme une arme contre moi avait refusé de jouer le jeu. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes se sont précipités. Les questions fusaient. Est-il vrai que votre père a tenté de vous faire déclarer incompétente? Comment vous sentez-vous d'avoir gagné? Craignez-vous des représailles familiales? Je me suis arrêté. Ce n'était pas prévu, a murmuré mon avocat. Maintenant, si, ai-je dit tranquillement. Je me suis tourné vers les caméras. Je ne suis pas ici pour gagner contre ma famille, ai-je dit calmement. Je suis ici pour vivre ma vie sans être puni pour cela. Si quelqu'un qui regarde reconnaît ce schéma, j'espère qu'il sait qu'il n'est pas seul. Puis je suis parti. Les retombées ont été immédiates. Mon téléphone a explosé de messages. Certains de soutien, certains accusateurs, certains désespérés. Des parents exigeaient des explications. D'autres offraient des excuses qui semblaient creuses, trop tardives. Ma sœur a envoyé un seul texto. Il est dévasté. Je l'ai fixé un long moment avant de répondre. Il s'est dévasté lui-même. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement, l'épuisement s'installant dans mes os. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle une douleur sourde. Se défendre n'est jamais gratuit. Ça coûte de l'énergie. Ça coûte la paix, du moins temporairement. Mais ça achète aussi quelque chose d'inestimable. La clarté. Une semaine plus tard, un autre article a fait surface. Celui-ci plus détaillé. Il reliait les points plus audacieusement. Compte suisse, participation à long terme, anonymat stratégique. Mon nom apparaissait à côté de mots comme « investisseur discret » et « partenaire silencieux ». Mon père a de nouveau appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était différent cette fois. Pas de colère, pas d'autorité, juste de l'incrédulité. « Je ne sais plus qui tu es », a-t-il dit. J'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Il avait su qui j'étais quand j'étais petite, quand j'étais contrôlable, quand mon monde tournait autour de son approbation. Cette version de moi n'existait plus, et il ne savait pas comment interagir avec autre chose.
Dans les jours qui ont suivi, le récit familial s'est effondré sous son propre poids. Sans ma participation, sans mon silence pour absorber leur chaos, l'histoire s'est fracturée. Les gens ont comparé leurs notes. Des incohérences sont apparues. Ma sœur s'est retirée des conversations qu'elle ne pouvait plus diriger. Et moi? J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon à regarder la ville s'endormir, mon avocat a appelé avec une dernière mise à jour. Le conseil de votre père s'est retiré, a-t-il dit. Aucune autre action n'est attendue. J'ai fermé les yeux, laissant l'air frais m'envahir. Merci. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce n'était pas le point culminant que j'avais imaginé en grandissant. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de compréhension soudaine, pas d'arc de rédemption pour lui ou de réconciliation pour nous. Et c'était bien comme ça. Toutes les histoires ne se terminent pas par le pardon. Certaines se terminent par la liberté. Et alors que les lumières de la ville scintillaient en bas, j'ai compris que le moment le plus puissant de toute cette épreuve n'était pas le gala, ni la salle d'audience, ni les gros titres. C'était le moment où j'ai arrêté de demander à être comprise parce que je me comprenais enfin moi-même. Le calme qui a suivi le rejet du tribunal n'était pas vide. Il était intentionnel, comme la pause après un verdict quand tout le monde comprend enfin que les règles ont changé. Pour la première fois depuis la fête, depuis le gala, depuis la salle d'audience, personne de ma famille ne m'a contacté du tout. Pas d'appel, pas de message, pas d'intermédiaire testant le terrain. Ils s'étaient retirés, abasourdis et se regroupant de la seule manière qu'ils connaissaient. Je savais mieux que de croire que c'était fini. Le pouvoir ne disparaît pas en silence. Il cherche une nouvelle forme. J'ai senti le changement environ 2 semaines plus tard, non pas par une confrontation, mais par une conséquence. Une connaissance du cercle social de mon père a appelé sous prétexte de prendre des nouvelles. Nous avons échangé des plaisanteries pendant exactement 90 secondes avant qu'elles n'en viennent au fait. Ton père passe un moment difficile, a-t-elle dit prudemment. Ses partenaires commerciaux sont nerveux. Les investisseurs se retirent. Les gens posent des questions. J'ai attendu. Ils s'inquiètent de la réputation, a-t-elle continué, de la stabilité, de savoir s'ils peuvent faire confiance à son jugement après tout. Après tout, une phrase vague destinée à avoir du poids sans responsabilité. Je l'ai remercié pour la mise à jour et j'ai mis fin à l'appel. Plus tard dans la journée, mon avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Les lignes de crédit de votre père sont en cours de révision, a-t-il dit. Certaines gelées, d'autres résiliées purement et simplement. Le procès a soulevé des drapeaux. Les gens n'aiment pas l'imprévisibilité. J'ai imaginé mon père dans son bureau, le même où il me faisait la leçon sur la loyauté et l'image, fixant des emails auxquels il ne savait pas comment répondre. L'ironie ne m'a pas apporté de joie. Elle m'a apporté de la clarté. C'était la véritable retombée. Pas l'embarras, pas la honte, la perte d'influence. Ma sœur a rompu le silence quelques jours plus tard. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas texté. Elle a envoyé un email. Il était court, inhabituellement sobre. Je ne sais plus ce que tu veux, lisait-on. L'entreprise de papa s'effondre. Les gens pensent que tu es derrière tout ça. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Je n'ai pas causé la vérité. J'ai juste arrêté de la cacher. Elle n'a pas répondu. À peu près au même moment, une opportunité s'est présentée à moi qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt, une proposition d'acquisition privée, nette, stratégique, discrète. Elle impliquait une participation majoritaire dans une entreprise que mon père avait autrefois tenté d'acheter et avait échoué. J'ai examiné les chiffres attentivement, détaché du symbolisme, puis je l'ai approuvé. Je n'ai dit à personne pourquoi. Le lendemain matin, mon avocat a de nouveau appelé, son ton mesuré. Vous devriez savoir cela avant de l'entendre ailleurs. L'entreprise de votre père est officiellement entrée en restructuration. Restructuration était le mot poli. La vérité était plus dure. Dette, pression, perte de confiance. Les mêmes forces du marché que mon père avait autrefois rejetées comme non pertinentes l'engloutissaient maintenant. Still, he said nothing. Le silence n'était plus de l'évitement. C'était de la stratégie. Des semaines ont passé.
La vie s'est normalisée d'une manière qui semblait inconnue mais bienvenue. J'ai travaillé. J'ai fait de l'exercice. J'ai dormi. J'ai passé du temps avec des gens qui ne me demandaient pas de m'expliquer. L'anxiété de bas niveau constante que j'avais portée pendant des années s'est lentement estompée, remplacée par quelque chose de plus stable. La confiance en soi. Puis est venue l'invitation. Pas de mon père, pas de ma sœur, du conseil d'administration. Elle était présentée comme une routine. Un dîner annuel de revue stratégique. Tenue de soirées facultatives. Lieu discret. Participants de haut niveau uniquement. Mon nom figurait parmi eux sans qualificatif, sans note de bas de page. Je n'étais plus une anomalie. J'étais une égale. Quand je suis arrivé ce soir-là, la salle bourdonnait d'une confiance tranquille. C'étaient des gens qui ne prenaient pas la pause. Ils n'en avaient pas besoin. Leur pouvoir parlait en marge, pas en volume. J'ai pris ma place, j'ai écouté, j'ai contribué quand c'était approprié. Au milieu de la soirée, quelqu'un a mentionné l'entreprise de mon père en passant. Une observation douce. Rien de personnel, juste la réalité du marché. Situation malheureuse, a dit un homme. Mauvaise décision de leadership. Un autre a hoché la tête. Dommage. Il avait du potentiel. C'était tout. Pas d'indignation, pas de drame, juste un consensus. J'ai alors réalisé que le monde que mon père avait gouverné n'existait plus. Non pas à cause de moi, mais parce qu'il refusait d'évoluer. J'étais simplement entré dans celui qui le remplaçait. Plus tard dans la soirée, alors que je partais, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était mon père. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout, inégale, inconnue. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit finalement. Je me suis appuyé contre le mur, stable. Fais quoi? Tu as tout pris, a-t-il lancé, puis il s'est arrêté. Sa voix s'est brisée. Tu les as laissés me détruire. J'ai fermé brièvement les yeux. Je ne t'ai pas détruit, je me suis éloigné. Il a ri amèrement. C'est la même chose. Non, ai-je dit tranquillement. Si c'était la même chose, je serais en difficulté en ce moment. Je ne le suis pas. Un silence a suivi. Puis, plus doucement, presque méconnaissable, il a dit. Tu pourrais aider. La voilà. La phrase qu'il n'avait jamais dite auparavant. Aider, pas commander. Demander, pas exiger. J'ai ouvert les yeux. Aider avec quoi? Avec l'entreprise. Avec les dégâts? Avec lui? Je n'ai ressenti aucune poussée de triomphe, aucune envie de punir. Juste une limite claire et stable qui s'élevait en moi. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Pourquoi pas, a-t-il exigé, le désespoir revenant. Tu as les ressources. Tu as les relations. Tu es ma fille. J'ai inspiré lentement. Et tu es mon père. Ça ne t'a pas empêché de me mettre dehors devant tout le monde quand c'était important. C'était différent, a-t-il lancé faiblement. Non, ai-je dit, c'était le schéma. Sa respiration est devenue haletante. Tu vas vraiment laisser ça arriver? J'y ai pensé. Aux années que j'avais passées à essayer de le sauver de lui-même, aux nuits où j'avais perdu le sommeil à m'inquiéter de son approbation, à la personne que j'étais devenue quand j'ai finalement arrêté. Je vais te laisser faire face aux conséquences de tes choix, ai-je dit, tout comme j'ai dû le faire. Il a alors dit mon nom, pas brusquement, pas avec colère, tranquillement. Je n'ai pas répondu. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là un long moment, le téléphone toujours à la main. Ma poitrine était serrée, mais pas lourde. Ce n'était pas du chagrin. C'était une libération. Le lendemain matin, les gros titres ont confirmé ce que les chuchotements avaient déjà véhiculé. Mon père s'était retiré, officiellement pour des raisons de santé. Officieusement, parce que personne ne le suivrait plus. Ma sœur a texté une fois. Il ne le prend pas bien. J'ai répondu lentement. J'espère qu'il trouvera la paix. C'était la vérité. Pas le pardon, pas la réconciliation, juste la vérité. Dans les jours qui ont suivi,
j'ai pris une décision qui a surpris même mes propres conseillers. J'ai approuvé une subvention, non pas à l'entreprise de mon père, non pas à quoi que ce soit qui lui soit lié, mais à une fondation axée sur la transition du leadership et la responsabilité dans les entreprises familiales. Discrètement, anonymement. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait parce que je croyais au fin qui enseignait quelque chose. Un après-midi, alors que j'étais assise dans mon bureau à examiner des rapports, mon assistante a hésité à la porte. « Il y a une femme ici qui demande à vous voir », a-t-elle dit. Elle dit qu'elle est votre sœur. J'ai lentement fermé le dossier. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle a hoché la tête et est partie. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucun doute. Cette porte s'était fermée pour une raison. Ce soir-là, j'ai traversé mon appartement, la ville brillant au-delà des fenêtres, et j'ai pensé au moment qui a tout déclenché. La fête, les voix élevées, la porte qu'on m'a dit de franchir. À l'époque, je pensais qu'être mise à la porte était une perte. Maintenant, je comprenais que cela avait été une ouverture. Ils avaient essayé de m'exiler. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré. Et alors que je me versais un verre d'eau, le luxe le plus simple de tous, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas choqué ma famille avec ma fortune. Je les avais choqués en survivant sans leur permission. L'argent avait juste rendu impossible de l'ignorer. Je ne m'attendais pas à ce que les suites soient si calmes. Pas le calme fragile de la tension ou de l'attente, mais une immobilité profonde et installée, le genre qui arrive après que quelque chose a fini de brûler. Pendant des semaines après que mon père se soit retiré, il n'y a pas eu de nouveaux messages, pas de confrontation surprise, pas de tentatives indirectes de me ramener en orbite. C'était comme si tout le système familial avait finalement accepté ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Et dans cette absence, quelque chose d'inconnu a pris racine. L'espace. J'ai commencé à le remarquer par petites touches. Des matins sans la vérification instinctive de mon téléphone. Des soirées où mes pensées ne revenaient pas à ce que j'aurais dû dire ou faire différemment. Des conversations avec des collègues qui restaient sur des idées, pas sur le contrôle des dommages. Pour la première fois, mon esprit n'était pas encombré par les attentes des autres. C'est alors que l'épuisement m'a frappé. Pas une fatigue physique, mais une fatigue émotionnelle qui rattrapait tout d'un coup. Des années d'hypervigilance ont relâché leur emprise, et mon corps a finalement réagi au poids qu'il portait. J'ai dormi plus longtemps. J'ai plus rêvé. Certaines nuits, je me réveillais le cœur battant, rejouant de vieilles scènes, la voix de mon père, le sourire narquois de ma sœur, le son des rires qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Mais la différence maintenant était la suivante, je ne doutais pas de moi au réveil. Je savais que ces souvenirs étaient des échos, pas des avertissements. Sur la suggestion de mon thérapeute, j'ai pris une semaine de congé. Pas des vacances au sens traditionnel, pas d'itinéraire chargé ou d'expériences organisées, juste de la distance, une petite ville côtière tranquille où personne ne connaissait mon nom et ne s'en souciait pas. J'ai loué une petite maison surplombant l'eau et je me suis laissé exister sans performance. L'océan avait une façon de recalibrer la perspective. Son rythme ne changeait pour la crise de personne. Il montait et descendait sans excuse, sans explication. En le regardant, j'ai réalisé combien de temps j'avais vécu comme si tout dépendait de ma réaction, de ma conformité, de ma retenue. Ici, rien ne m'exigeait. Le 3e jour, j'ai reçu une lettre, pas un email, pas un message transmis par quelqu'un d'autre. Une lettre. L'écriture était celle de ma sœur. Je l'ai reconnue instantanément, les courbes amples qu'elle avait perfectionnées à l'école, celles que les professeurs louaient tandis que les miennes étaient qualifiées de brouillonnes. Je me suis assise à la petite table en bois près de la fenêtre, le son des vagues remplissant le silence, et je l'ai ouverte lentement. Elle ne s'est pas excusée, pas directement. Elle a écrit sur la confusion, sur le sentiment d'être déplacée, sur la façon dont tout s'était effondré plus vite qu'elle ne pouvait s'adapter. Elle a admis qu'elle ne savait pas qui elle était sans l'approbation de notre père, sans la structure qui l'avait toujours mise au sommet. Elle a dit qu'elle se sentait en colère contre moi, puis honteuse de cette colère, puis vide. Elle a terminé par une seule ligne qui pesait lourd sur la page. Je ne sais pas comment te parler sans rivaliser. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise de côté. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose de fondamental.
Son éveil, s'il devait se produire, ne pouvait pas être guidé par moi. J'avais passé trop de temps à essayer de m'expliquer à des gens qui n'écoutaient pas. Cette fois, le silence n'était pas de l'évitement. C'était le respect de mes propres limites. Quand je suis revenu en ville, le travail a repris à un rythme qui semblait différent. Je ne me prouvais plus. Je choisissais. Des projets que j'acceptais autrefois par obligation, je les ai refusés sans culpabilité. Des initiatives alignées sur mes valeurs ont reçu toute mon attention. Un après-midi, j'ai assisté à une réunion à huis clos avec un groupe de femmes dont les noms apparaissaient rarement dans les gros titres, mais dont l'influence façonnait des industries entières. Nous avons parlé franchement de pouvoir, d'attente familiale, du travail invisible d'être la personne raisonnable. À un moment donné, une femme en face de la table m'a regardé et a dit « Vous savez ce qui est remarquable dans votre histoire ?» J'ai haussé un sourcil. « Vous n'êtes pas devenu impitoyable », a-t-elle continué. « La plupart des gens confondent survie et dureté. Vous ne l'avez pas fait. » Ces mots m'ont marqué longtemps après la fin de la réunion. Parce que c'était vrai. Je n'avais pas gagné en devenant plus cruel que ma famille. J'avais gagné en devenant plus clair. Un mois plus tard, j'ai vu mon père pour la première fois depuis sa démission. Pas en personne, sur un écran. Une interview de l'industrie a circulé discrètement, présentée comme un article de réflexion. Il semblait plus petit d'une certaine manière, les épaules affaissées, la voix manquant de son ancien commandement. Il a parlé d'héritage, de regrets, de la façon dont le succès pouvait vous aveugler sur ce qui comptait. Il ne m'a pas mentionné, mais il ne m'a pas blâmé non plus. J'ai regardé tout cela sans broncher, sans désir, sans ressentiment. Quand ça s'est terminé, j'ai ressenti quelque chose de proche de la clôture. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que je n'avais plus besoin qu'il le fasse. Cette nuit-là, j'ai traversé mon appartement, touchant les surfaces familières, la vie que j'avais construite pièce par pièce. J'ai pensé à la fille que j'avais été, celle qui croyait que l'endurance était la même chose que la force, que l'amour devait faire mal pour être réel. Elle avait survécu, mais elle n'avait pas vécu. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières s'allumer à travers la ville. Quelque part là dehors, ma famille s'adaptait à une nouvelle hiérarchie, une qui n'incluait plus mon sacrifice. Et pour la première fois, je ne me sentais pas responsable de leur inconfort. Des semaines ont passé, puis des mois. Le drame s'est estompé en bruit de fond. Puis le silence. Les invitations ont cessé d'arriver. Les commérages sont passés à des scandales plus frais. Le monde, comme il le fait toujours, a continué à tourner. Ce qui restait, c'était moi. Non pas défini par la rébellion, non pas défini par la vengeance, défini par le choix. Un matin, alors que j'examinais des documents pour une nouvelle initiative axée sur le mentorat des femmes naviguant dans les entreprises familiales, je me suis arrêté, frappé par la symétrie. La chose qui m'avait presque brisé était maintenant la chose que je comprenais le mieux. La douleur, lorsqu'elle est examinée honnêtement, devient une expertise. J'ai souri à cette pensée. Plus tard dans la journée, mon téléphone a vibré avec une notification que je n'avais pas vue depuis longtemps. Un appel manqué d'un numéro inconnu. Pas de message vocal. Je ne l'ai pas rappelé. Ce chapitre était clos. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai senti quelque chose s'installer en moi qui avait manqué pendant la majeure partie de ma vie. L'appartenance. Non pas à une famille qui exigeait l'obéissance, mais à moi-même. Et dans cette certitude tranquille, je savais que ce qui allait suivre ne serait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agirait de construire une vie où je n'aurais jamais à demander la permission d'exister tel que j'étais. Pour la première fois, je ne réagissais pas. Je choisissais. Et ça, ai-je réalisé, était le véritable héritage. Le matin où j'ai réalisé que l'histoire était vraiment terminée n'est pas arrivé en fanfare. Pas de gros titres, pas de confrontation finale, pas d'excuses dramatiques livrées trop tard pour avoir de l'importance. Il est arrivé tranquillement, comme le font généralement les vrais fins. J'étais debout dans ma cuisine pieds nus, regardant la lumière du soleil se déverser sur le comptoir pendant que la bouilloire chauffait. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait. Des voitures, des voix, la vie continuant sans vérifier si j'étais prête. Et pour la première fois, cela ne me semblait pas menaçant. C'était ancrant. J'ai pensé à la femme que j'avais été un an plus tôt,
celle qui se tenait au bord d'une fête de famille, humiliée, rejetée, sommée de partir comme si elle était un inconvénient au lieu d'une fille. Je me suis souvenu à quel point je m'étais senti petite en sortant par cette porte. À quel point je croyais profondément qu'être rejeté par ma famille signifiait que j'avais échoué à quelque chose de fondamental. Maintenant, debout dans le même monde, respirant le même air, je comprenais quelque chose qu'elle n'aurait pas pu savoir encore. Être mise à la porte n'était pas la punition. Rester silencieuse l'avait été. Ma vie ne tournait plus autour de l'anticipation de leurs humeurs ou de la gestion de leurs attentes. Je ne me réveillais pas en me préparant au jugement. Je ne mesurais pas ma valeur à mon utilité pour le confort de quelqu'un d'autre. Le bruit qui avait rempli ma tête pendant des décennies s'était estompé, remplacé par quelque chose de plus stable et de bien plus puissant. La confiance en moi. Le travail coulait de source maintenant. Non pas parce qu'il était sans effort, mais parce qu'il était aligné. Je choisissais les projets délibérément, non pas pour prouver mon intelligence ou ma résilience, mais parce qu'ils comptaient pour moi. J'investissais dans des choses qui reflétaient mes valeurs, pas mon trauma. Chaque décision renforçait la même vérité. Je ne réagissais plus. Je construisais. Parfois, des échos de ma famille refaisaient surface. Un nom mentionné en passant. Une connaissance commune hésitant avant de les mentionner. Une fois, j'ai vu ma sœur de l'autre côté d'une salle bondée lors d'un événement auquel nous assistions toutes les deux par coïncidence. Elle m'a remarqué, s'est figée, puis s'est détournée. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de scène de clôture, juste de la distance. Et la distance, avais-je appris, peut être la limite la plus bienveillante de toutes. L'absence de mon père me semblait différente de ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé du chagrin, de la culpabilité ou du soulagement. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti était de la neutralité, pas de la froideur, pas de l'amertume, juste de l'acceptation. Le genre qui vient quand on arrête de demander à quelqu'un de devenir qui il n'a jamais eu l'intention d'être. Je n'avais plus besoin qu'il me comprenne. Cela seul était la liberté. Un soir, je me suis retrouvé à relire de vieilles entrées de journal d'il y a des années, des pages remplies de doutes, d'auto-accusations, de questions qui tournaient autour de la même douleur. Pourquoi n'étais-je pas assez? Pourquoi perdais-je toujours? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'ai fermé le cahier et j'ai posé ma main sur la couverture. Rien n'allait mal chez moi. J'avais simplement essayé de m'épanouir dans un sol qui ne pouvait pas supporter mes racines. La richesse dont tout le monde chuchotait n'avait jamais été le but. L'argent ne guérissait pas les dommages. Il n'effaçait pas les années passées à être négligées ou les cicatrices de l'amour conditionnel. Ce qu'il a fait, c'est supprimer les barrières. Il a acheté la sécurité, le choix, le silence quand j'en avais besoin. Mais la vraie transformation est venue de quelque chose de tout à fait différent. Elle est venue du refus de continuer à m'expliquer à des gens qui profitaient de me mal comprendre. En avançant, j'ai remarqué combien de femmes se reconnaissaient dans mon histoire. Des conversations discrètes après les réunions. Des messages envoyés tard dans la nuit. Des confessions chuchotées autour d'un café. Des origines différentes, des familles différentes. Le même schéma. Être étiquetée comme difficile quand elle fixait des limites. Être qualifiée de froide quand elle cessait d'effectuer un travail émotionnel. Être accusée de trahison quand elle se choisissait. J'écoutais plus que je ne parlais. Non pas parce que j'avais des réponses, mais parce que je savais ce que signifiait d'être enfin entendu sans interruption. Et chaque fois que quelqu'un me disait que mon histoire lui donnait du courage, je sentais un sentiment de responsabilité tranquille s'installer. Non pas pour secourir, mais pour rappeler. Vous n'avez pas tort de vouloir la paix. Vous n'êtes pas ingrate de choisir la distance. Vous n'êtes pas égoïste de dépasser des gens qui refusent de grandir avec vous. Tard un soir, je me suis tenu sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles lointaines. L'air était frais, ancrant. J'ai pensé au moment qui a tout déclenché. La fête, l'humiliation, la porte se fermant derrière moi. Si je pouvais parler à cette version de moi-même maintenant, je ne lui dirais pas d'être plus forte, plus courageuse ou plus intelligente. Je lui dirais ceci, un jour, tu seras reconnaissante qu'il t'ait sous-estimé. Parce que s'ils avaient vu ta valeur plus tôt, ils auraient peut-être essayé plus fort de la contrôler. La plus grande vengeance n'était pas l'argent. Ce n'était pas les gros titres. Ce n'était pas de voir leur pouvoir se dissoudre.
La plus grande vengeance était la paix. Une paix que personne ne pouvait me prendre. Une paix qui ne nécessitait pas de permission. Une paix qui venait de savoir sans aucun doute que ma valeur n'avait jamais été à débattre. En rentrant à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière moi, j'ai senti quelque chose s'installer complètement. Ce n'était pas une fin. C'était une fondation. Et si vous êtes resté avec moi tout au long de cette histoire, si vous avez ressenti la colère, l'injustice, la force tranquille qui a suivi, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été chassé d'un endroit que vous pensiez être votre maison pour réaliser plus tard que c'était le moment où votre vie a vraiment commencé? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire pourrait être celle que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Si ce parcours a résonné en vous, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide ces histoires à atteindre les personnes qui sont encore au milieu de leur propre tempête, se demandant si ça s'améliore un jour. Oui, ça s'améliore. Et si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, toujours en train de respirer à travers quelque chose de difficile, souvenez-vous de ceci, être rejeté par les mauvaises personnes est souvent la première étape pour enfin se choisir soi-même. Merci d'avoir été là.